schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bon mercredi tout le monde, Jeff Morancy qui est là avec vous pour le podcast BBN. On est mercredi le 17 mars 2020. Il est à peu près 20 heures flush au moment où on enregistre le podcast de ce soir. Et êtes-vous en carence sportive? Hein? Parce que moi, je le suis vraiment solide. Et c'est la raison du podcast de ce soir. Donc, avec tout le confinement et un peu la panique qui s'installe aujourd'hui et depuis quelques jours, il y a une carence sportive, c'est certain. Et on voulait donc partager avec vous un podcast. Question de ne pas perdre l'habitude de vous avoir là avec nous. Question de partager également un petit moment sportif avec vous parce que on avait besoin de sport, de notre dose quotidienne, presque rendue hebdomadaire, donc de sport. Je ne sais pas comment se porte votre réserve de papier de toilette. Moi, ça va bien. Ça va bien de mon côté. Et ce soir, je voulais donc qu'on se parle d'histoire de soccer. Tout tourne au ralenti présentement. Hein. On le sait, les activités de la MLS sont arrêtées. Donc, ça tourne vraiment au ralenti. Alors, on s'est dit, tant qu'à faire du vide, remplir du vide, on va se parler de quelque chose d'intéressant. Donc, on s'en va se jaser d'histoire du soccer du côté de Montréal. Parce que, oui, présentement, il y a une vibe autour de l'Impact de Montréal. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et il s'est passé d'autres choses avant l'Impact. Il y a un pré-Impact. Et l'histoire du soccer ne débute pas à Montréal avec l'Impact de Montréal. Il y en a qui l'ont suivi avant l'Impact. Il y en a qui ont suivi après l'Impact. Bref, ça remonte à loin, l'histoire du soccer à Montréal. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec les auditeurs. Donc, on a ouvert le lounge. Le lounge est là, il est ouvert. Vous pouvez venir nous rejoindre sans difficulté. Si vous êtes en direct, vous prenez la première diffusion du podcast, donc mercredi 20h. On est là dans le lounge. Venez nous parler. Regardez, je vais vous faire un beau petit allô, ceux qui sont là. Alors, vous pouvez venir nous rejoindre là. Donc, je partage ça avec Rémi, que vous pouvez suivre sur Garage Foot, sur Twitter. Ça va bien, Rémi? Rémi, t'es là? Rémi, t'es avec nous? Allô? Rémi? On va essayer de... On va avoir Rémi, je vous le promets. Donc, on va l'avoir avec nous dans... Ça sera pas long. T'es-tu là, Rémi? Allô? Donc, en tout cas, Rémi va arriver dans quelques instants. On va se parler donc de l'Olympique de Montréal. Belle histoire, hein? Le foot à Montréal. Donc, on va aller rejoindre Rémi. T'es là? Rémi? Allô? Ça, c'est les joies de la radio en direct. Mais on va l'avoir, je vous le dis. Dans quelques instants, on va avoir Rémi avec nous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a partagé sur Twitter un sondage. Depuis quand suivez-vous l'Impact de Montréal? Il y en a que c'est un petit peu avant l'entrée en MLS de l'Impact de Montréal. Le sondage est clair. Oh, Rémi, Rémi, t'es là? Rémi? Je l'entends très bien. Je pense qu'il ne m'entend pas. Je vais rappeler Rémi. Donc, Rémi, t'es là? Allô? Oh, t'es là? Allô? Oh. Donc, j'ai partagé sur Twitter. On s'excuse vraiment. J'ai partagé sur Twitter. Rémi, t'es là? Salut. Allô?
Il y a quelque chose qui marche pas. Tu m'entends pas bien? OK. Tu m'entends-tu? Donc, Rémi ne semble pas m'entendre. Mais moi, je l'entends très bien. Allô, Jeff? Oui? T'es-tu là? On va essayer de le corriger de même. On va essayer de l'avoir. Mais donc, j'ai partagé, je vais finir par vous le dire, j'ai partagé sur Twitter un sondage qui vous demandait depuis quand vous suivez l'Impact de Montréal. Et là, c'est clairement depuis l'Impact de Montréal. Allô, Rémi? Allô, ça va? Hey! Hey! On l'a! Ouais! Good! Donc, c'est ça. Ce que j'étais en train de dire, Rémi, c'est que finalement, j'ai fait un sondage sur Twitter à savoir quand les auditeurs, les fans de l'Impact, depuis quand qu'on suivait le soccer à Montréal. Clairement, la réponse de prédilection, c'est avant l'arrivée de l'Impact. Ben, l'Impact, mais avant son entrée, je devrais plutôt dire, en MLS. Donc, il y en a beaucoup qui ont suivi l'Impact et très peu de réponses au niveau de l'Olympique ou encore du Manic. Alors que j'ai resté surpris hier soir, là, ceux et celles qui étaient avec moi sur Twitter et on a jasé pas mal hier soir avec des auditeurs. Eh bien, on parlait du Manic et il y avait des foules incroyables. Je ne sais pas où sont allés ce monde-là, mais tabarouette, on a eu des foules de 50 000 au Big O. Et toi, Rémi, tu avais déjà fait sur, si je ne me trompe pas, sur ton blog, Yep. un article sur l'Olympique de Montréal et je veux qu'on commence par ça. Ouais, effectivement, j'ai écrit ça. L'article, j'avais écrit un premier jet autour de 2000, je pense que c'est 2016, quand mon blog, j'avais du temps, j'avais juste un enfant. Puis pareil, à l'automne 2016, j'étais tombé sur des archives sur Internet là, du journal de Gazette. Puis là, tranquillement, le petit journal, un journal qui n'existe plus à Montréal. Puis là, j'ai trouvé des informations, puis j'ai comme upgradé mon site. Ça fait que quand j'ai effacé mon blog pour plusieurs raisons, je me suis assuré de garder... J'ai gardé 2-3 articles en ligne, dont celui sur l'Olympique de Montréal, parce que je trouvais que c'était un article qui valait la peine d'être lu. Parce que le problème avec l'Olympique de Montréal, c'est que tu cherches de l'info, il y a net zéro pour plusieurs raisons. Là, premièrement, Olympique de Montréal, puis tu as eu des Olympiques à Montréal. Souvent, les recherches vont tomber sur 1976. C'est ça. Et l'Olympique de Montréal, on parle de 71 à peu près. 71, à 73. À 73. En fait, l'équipe a joué 10 ans, année pour année, avant le Manic. OK. Puis, si je ne me trompe pas, le nom d'Olympique de Montréal, c'était justement parce qu'on savait que les Olympiques s'en venaient. Donc, c'était concept. Moi, ça me fait drôle. Je dis souvent l'autre OM. Là. Ouais, c'est ça. Avec des Français. Là. Le monde sont comme quoi? Mais oui, non, écoute, c'est niaiseux là, la raison pourquoi je l'ai entendu parler. Parce que moi, comme les fans ont répondu, là, j'ai commencé à suivre l'Impact à l'ouverture du stade Saputo. Okay. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Quand j'étais jeune, en 5e année primaire, l'Impact commençait, là, l'année que le Canadien gagnait la Coupe, puis j'étais tout le temps plugué sur RDS, fait que veux pas, je suivais les résultats de l'Impact, je regardais, je me souviens, j'étais super scandalisé parce que l'Impact avait gagné le championnat en 94, puis il y avait personne au défilé, tu sais. Puis, fait que je suivais toujours un peu l'Impact, toujours j'écoutais la radio, fait que j'écoutais l'Impact au 80, à l'époque, c'était CKC Sport, tu sais, fait que j'étais un peu au courant. Mais j'ai commencé à y aller quand il y a eu justement le stade Saputo en 2008. Oui. Puis là, je veux pas de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au sport. Parce que moi, j'étais plus un joueur de basket, tu sais. J'ai toujours eu, je sais pas si c'est parce que j'ai une formation en histoire, mais une fixation, ces clubs disparus. Tu sais, comme au basket, je veux faire le même projet avec le Dragon de Montréal. Ceux qui savent un peu, j'ai un stream Internet que je fais plus, justement, les Dragons de Montréal à NBA 2K20. Les Kebs. J'ai vraiment... Oui, les Kebs aussi, ça, je les ai créés pour le jeu aussi. J'ai mis le Jazz de Montréal. J'ai des fixations sur ces équipes-là, mais dans le cas de l'Olympique de Montréal, tu sais, dans le cas des Dragons, je les ai pas vus jouer, mais justement, c'était en 5e année quand l'Impact est arrivé. J'étais au courant un peu. Dans le cas de l'Olympique de Montréal, c'est même le Manic, je suis né en 82, fait que je les ai pas vus. Là. Non, c'est ça, moi aussi, quasiment pareil, je suis né en 81.
Ben, c'est ça, mais l'Olympique de Montréal, zéro. Puis j'ai comme l'impression que l'Olympique de Montréal, c'est peut-être plus au niveau de la communauté anglophone. OK. Qui a peut-être des gens. J'ai essayé de contacter du monde. Je sais que Nicolas Martineau, le gars de TVA Sport, il y a quelques années, a fait un reportage de l'Olympique de Montréal que j'ai pas vu parce que j'ai pas TVA Sport. J'ai pas réussi à le trouver sur Internet. Puis il y a des gens qui avaient dit de me contacter. J'ai parlé un peu avec. Là. Je sais qu'il avait interviewé Jim Corsi, un ancien joueur. Je crois que Pizzolito, son père, a joué un match pré-saison pour l'Olympique de Montréal, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est par rapport à sa vie personnel, il y avait un conflit parce qu'il tombait professionnel. Je ne veux pas trop les détails, puis je me vois mal téléphoner Pizzolito. Ouais, tu sais, ton... Non, tu sais, fait que... Bref, je n'ai pas cherché plus qu'il faut. Mais vraiment, l'Olympique de Montréal, c'est un mystère. Puis j'ai développé une fascination. Ceux qui ont vu la photo que j'ai mis, j'ai 2 maillots d'Olympique chez nous de 1972. Exactement ma question. Il arrive de où, les maillots? 4 minutes. Gorgée d'eau. Je sais pas si c'est une bonne. Il arrive de Chine. Oh! En fait, écoute, il y a un site, c'est peut-être les Philippines, il y a un site qui s'appelle Boris Custom. OK. Puis ils font des maillots vintage. Hey, j'ai un maillot des Nordiques avec Jean-Claude Tremblay dans le temps de l'AMH. Fait que j'ai trouvé le manique là-dessus aussi. Fait que moi qui tripe ces équipes abandonnées, là, comme les Maroons de Montréal, ces trucs-là. Fait que je m'en ai commandé 2. C'est le numéro 8, Renzo Salmo. Ça, c'est le maillot de la 2e saison, la saison avec Graeme Souness. La première saison, le maillot était complètement rouge. Puis là, ce qui est assez fucké, ces photos, c'est que le logo, il n'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau de l'épaule. Puis il est disproportionné en grosseur. Si vous allez sur le site NASL Rooster, seconde, je l'ai ouvert, c'est NASL Rosters. Vous avez tous les effectifs de toutes les saisons de la NASL, incluant le Manic, et vous avez des photos des chandails. C'est un gars qui collectionne des chandails, tu sais. Puis il y a des photos, il n'y a pas de chandails. La photo des chandails de l'Olympique de Montréal, c'est celui qui est en arrière, mais il y a des photos de journaux. Puis c'est un journal en Allemagne, d'ailleurs. Ça, c'est une fascination à Montréal, là. Puis tu vois que le logo ça n'a juste pas de bon sens, là. C'est ultra laid, je n'ai pas compris. Puis il semblerait qu'à l'époque, l'Olympique de Montréal utilisait l'ancien système de numéros soccer, soit ton numéro est ta position. De là, quand vous allez entendre l'expression, lui c'est un numéro 10, lui c'est un numéro 9. OK. Bref, l'Olympique semblait, du moins la première saison, fonctionner comme ça. C'est bien. Je suis là, je pense. NASLjersey.com, non, c'est pas ça, hein? Parce que moi non, je c'est joue... NAS. Oui, c'est ça, c'est NASLjersey.com. On voit des coupures de journaux là, en noir et blanc, en tout cas, là, de moi, ce que je vois présentement. Je vais vous partager le lien là, en même temps que je vous parle. Donc, si vous écoutez le podcast en rediffusion, allez scroller un petit peu ma toile et vous verrez le lien. C'est une mine d'or, ce site-là. Le lien en question apparaître avec tous les gilets. Ah, puis j'ai la photo, là, c'est vraiment Freitag den, excusez mon allemand, là, mais le numéro en avant, il n'est pas dans le dos, il est en avant du chandail, puis il est énorme, le numéro. Là, on voit un joueur, le joueur, c'est pas écrit. C'est un match qui était au Yankee Stadium contre le Cosmos, d'ailleurs. Puis vraiment, le numéro, il est énorme sur le chandail. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est incroyable. Oh, oui. C'est vraiment quasiment comme ce qu'on voit là, au football là, dans le dos, mais oui. Vraiment en avant. Donc, ça, mais si on parle de la popularité de l'Olympique, là, c'était quand même timide. Très timide. Ils n'ont pas vraiment fait... C'était pas au stade olympique? Non, c'était à l'autostade. OK. Officiellement, ils ont commencé à l'autostade. L'autostade, c'est le stade des Alouettes. Puis, le propriétaire, si je ne me trompe pas, c'est Sam Berger, propriétaire des Alouettes. Si on regarde dans les coupures de journaux, j'ai fouillé beaucoup. Ça lui a coûté, je pense, c'est 100 000 $. C'est un investissement que ça lui a coûté pour participer. Le coût d'une franchise, c'était de 25 000 $ en 71. OK. L'année d'avant, c'était 10 000 $. Puis, on voit que c'est pas les mêmes chiffres. Non. Pour avoir un billet à la section populaire, là, ce serait l'équivalent peut-être du COP des Ultras, c'était 75 sous le billet. Mais ce que je remarque, c'est que les médias francophones, lui, il dit que les médias francophones sont plus ouverts à couvrir l'OM que les médias de langue anglaise, mais dans les faits, la plupart des informations que j'ai trouvées, c'est dans des gazettes. Mon problème, c'est par rapport au Journal de Montréal, à l'époque,
les archives du Journal de Montréal aujourd'hui sont en microfiche. Fait que là, quand j'ai contacté le Journal de Montréal, puis ça n'a pas été numérisé, ça m'aurait coûté une fortune pour peut-être pas trouver grand-chose. Fait que j'ai décidé d'évacuer le Journal de Montréal pour ça. Peut-être qu'un jour, le Journal de Montréal va être numérisé. Je sais que la presse a été numérisée. Je suis retourné, j'ai trouvé des trucs. Mais bref, c'est juste qu'avec les enfants, j'ai pas eu de temps. Mais on voit vraiment à l'époque, c'est ça, c'est 100 000 c'est Sam Berger. On joue à l'autostade qui était... c'est une laideur, ce stade-là. Là. C'est atroce. Puis la tribune n'est même pas connectée. Ce qui fait que c'est un billet dans une section... Tu peux pas transférer à l'autre section. Je sais qu'aujourd'hui, il reste des vestiges de ces gradins-là. À Thetford Mines, pour le stade de baseball, il y en a. Je crois qu'à Laval, il y a un parc où il y a un morceau de l'estrade. Mais tu sais, c'est fait comme une fleur, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est la deuxième spécial. saison, je me souviens à l'époque, c'était son profil de Twitter, le gars, c'est Socrates. Ça, c'est un des anciens fondateurs du COP, les Ultras. J'avais parlé avec lui. Il avait vu que c'était l'Université de Montréal, puis il avait pas tort. En fait, le Sepsum n'existait pas à l'époque, mais le Sepsum, c'est le gros gymnase de l'Université de Montréal. C'est là où les Carabins jouent. Là. Mais ils ont joué la deuxième saison à l'Université de Montréal, effectivement. Et à la troisième saison, ils sont revenus à l'autostade. Je pense que ça a été une mauvaise idée parce que... avec les foules qu'ils faisaient, je pense que l'Université de Montréal, le Sepsum, c'était suffisant. D'autant plus que... Il y avait un problème d'accessibilité aussi là, à l'autostade. Ah, c'est mal... Moi, c'est ça, comme j'ai écrit sur mon site, c'était mal. Je regarde aujourd'hui, même aujourd'hui, en autobus, c'est hyper compliqué. Le stade Saputo, moi, je pense qu'il est bien placé. Il est dans l'Est, mais au moins, il est collé sur un métro. Puis ça, à l'époque, en 71, c'était pas le métro d'aujourd'hui. C'était perdu à l'autre bout. Ça devait être compliqué, se rendre là. Fait que je pense qu'il aurait été mieux à l'Université de Montréal. Ceci étant dit, pour les foules, ce qui est intéressant, je pense que la plus grosse foule de leur histoire, c'est à la troisième saison. Et c'est j'ai perdu mes feuilles, malheureusement, je vois avec mon site web. Ils ont fait une foule assez importante. C'est un match contre Toronto. Et ce qui était... Juste une seconde, je m'excuse pour les gens. Non, c'est bon. Juste pas du mal. Je viens de partager sur le fil Twitter du podcast BBN une photo de l'autostade de Montréal. Donc, vous pourrez admirer ce chef-d'œuvre. Et, tu sais, à la base, c'était des courses d'auto, je pense qu'il y avait là, d'où l'autostade. En fait, le vrai nom, je pense, c'est Automotive Stadium. C'est ça. Donc, je pense que ça devait être prévu pour être un ovale, là. Oui. Mais écoute, je l'ai trouvé. La plus grosse foule, c'est en juin 73. C'est contre le Toronto Metro. Là, j'ai remarqué une contradiction parce que pendant un bout, je ne l'ai plus malheureusement ma possession, mais j'avais le guide officiel de la NASL, toutes les statistiques saison par saison, match, résultat des matchs, qui a compté, qui a eu un carton. J'ai trouvé ça sur eBay, puis le pire, c'est que ça me ridicule le prix, je l'avais acheté. Selon le guide de la NASL, on dit qu'il y aurait eu une foule de 15 000 spectateurs. Dans la Gazette, toutefois, on mentionne que le match est un 27 juin et on parle plus d'une foule de 7 000 spectateurs. Moi, ce que je pense qui est arrivé, parce que ce que j'ai su en fouillant, c'est qu'en fait, il y avait eu un match des Alouettes avant. OK. Et dans le fond, on avait offert aux gens de rester dans le stade pour voir le match. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être 15 000 personnes pour les Alouettes. Puis dans NASL, on a pris le chiffre des Alouettes, mais que beaucoup de gens ont quitté, puis bref, c'est resté à 7 000. Donc, ça expliquerait peut-être pourquoi cette foule c'est disproportionné. D'autant plus que l'équipe, souvent, c'était des foules en moyenne, je pense, de 2 000, 3 000. La foule n'a jamais été au rendez-vous pour cette équipe-là. Puis moi, j'ai comme vraiment l'impression que c'est le fait que le match, c'est comme un genre de programme double. Les gens sont restés, puis ça a donné ce que ça a donné. Bon. Mais c'est ça. Donc, on a attiré à peu près 2-3 000 personnes, tu sais, grosso modo, en moyenne, par match, à part là, les gros matchs comme celui que tu viens de décrire. Oui, ça, c'est vraiment l'exception. Puis, je regardais... Pourtant, le club faisait des publicités dans les journaux. J'en ai sorti. Même... tu sais, le club, les matchs internationaux, il y en a eu. Ils ont joué contre Veracruz. Je sais qu'ils ont fait venir aussi à l'autostade l'Angleterre.
Oui, c'est ça, championne je du monde. voyais. Puis il n'y a pas eu un match contre le Brésil ou quelque chose comme ça. Avec Pelé. Je ne sais pas si Pelé a joué ce match-là, mais on a fait tenir le Santos avec Pelé, mais je pense que le Santos avait joué contre Bologne FC. OK. Et puis Pelé, quelques saisons après, il est arrivé justement à NASL. D'ailleurs, l'année de l'entrée en NASL de l'Olympique de Montréal, c'est aussi l'entrée du Cosmos de New York. Et le Cosmos de New York est probablement la franchise qui a été c'est la plus grande franchise de la NASL. On s'entend, quand ils ont ramené la NASL, ça n'a pas pris de temps qu'ils ont ramené un Cosmos de New York. C'est un classique. Si vous aimez l'histoire du foot, le Cosmos de New York, ça reste un club légendaire. Pas dans les mêmes proportions que les clubs européens, mais c'est le gros club, tu sais. Puis, c'est pas le seul club énorme de la NASL, mais le Cosmos... Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport au Cosmos. Tu sais, quand ça va pas bien, en 72, l'équipe est à New York pour aller jouer un match contre le Cosmos. Et, tu sais, quand tu dis que ça va pas bien, l'équipe a perdu le match, mais entre autres, non seulement ils ont perdu le match, ils ont perdu le rendez-vous parce que l'autobus, le chauffeur s'est perdu. Fait que un trajet qui aurait pris 40 minutes de l'hôtel, à l'époque, c'était le Hofstra Stadium, a pris 2 heures 20 minutes. Fait que les joueurs, probablement, quand ils sont arrivés là, ça faisait 2 heures qu'ils étaient dans l'autobus, ils n'étaient probablement pas dans le beat. Et bref, le Cosmos est arrivé cette année-là. C'est toute la NASL, c'est une ligue fascinante. Autant c'était tout croche, autant c'est... Il y a un livre que je vous conseille si ça vous intéresse, que je vous dis à soir, si ça vous intéresse pas, ben allez sur Twitter m'insulter, mais c'est Rock and Roll Soccer. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'auteur, mais ça vous raconte les extrêmes de cette ligue-là, comment c'était débile. Avoir été un joueur de foot, il y a 2 périodes j'aurais voulu jouer. Manchester United des années 70 ou 60 et la NASL, c'est clair. Oh oui. Il y a tellement... On entend tellement parler... Puis on a entendu tellement d'histoires sur la NSL, c'est ça. Rock and Roll Soccer, c'est... je viens de l'avoir. Jan Plenderleith. Yes. Mon anglais est peut-être moyen. Il y a George Best. Oui, je parle encore de George Best, mon joueur préféré. Là. Puis je pense qu'on voit, c'est Elton John aussi, sa pochette. Là. C'est une ligue tellement... tu sais, les salaires, ironiquement, c'est à cause de cette ligue-là que les salaires ont explosé dans le monde du foot. Rock and Roll Soccer l'explique. Les gars, des fois, en Europe, étaient payés, je pense, 80$ par mois. Puis là, tout d'un coup, ils faisaient venir des gars qui n'étaient même pas des vedettes dans le club. Puis on va te donner 4000$ pour l'année. Quoi? Fait que les gars débarquaient. Puis là, à un moment donné, l'Angleterre s'est rendu compte qu'il faut augmenter nos salaires parce qu'on va se faire avoir. Là, mais... Ça vous montre vraiment la démesure de cette ligue-là. Là. Puis c'est une ligue qui n'a jamais été à l'image de l'Olympique de Montréal, puis à l'image du Manic aussi, là, puis même, je dirais, à l'image de l'Impact pendant les premières années. Là. C'est une équipe qui n'a jamais été une ligue qui n'a jamais été financièrement stable. Si vous regardez, quand l'Olympique de Montréal rentre en NASL, là, je m'excuse, je déborde de l'Olympique. Non, vas-y. Ça fait partie un peu de ça, c'est que en fait, la Ligue en 67, c'est 2 ligues différentes. Il y a comme une ligue qui est comme la NASL, puis l'autre qui est la NPSL. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Ces 2 ligues-là vont fusionner. Fait qu'en 68, on a une ligue à peu près à 20 équipes, et en 69, on se retrouve à 5 équipes. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, les saisons de l'Olympique de Montréal, il y a des équipes, c'est simple. La première année, l'Olympique de Montréal arrive. La saison suivante, il y a les Gatos de Miami qui arrivent. L'équipe n'existe plus. Finalement, c'est les Taureaux de Miami qui arrivent. Beaucoup d'instabilité. Même à l'époque du Manic, si vous regardez le Manic en 81 puis en 83, c'est quasiment 10 équipes de moins dans la ligue. Oui, c'est ça. Puis il y a eu des grosses saisons. Là. Si je regarde la saison 80, là, on a Atlanta, Californie, Chicago, Dallas, Détroit, Edmonton, Fort Lauderdale, Houston, LA, Memphis, Minnesota, NASL Select, je ne sais pas c'est quoi exactement. New England, New York, Philly, Portland, Rochester, San Diego, San Jose, Seattle, Tampa, Toronto, Vancouver et Washington. Donc, tu sais, c'est une ligue qui était très vivante, là. Puis, si vous regardez, il y a beaucoup d'équipes, même si
comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement une lignée directe, mais il y a beaucoup d'équipes de cette époque-là qui, on retrouve encore. Les Sounders de Seattle, les Earthquakes de San Jose, George Best jouait pour les Earthquakes. Les Timbers de Portland, les Whitecaps, là, ça fait longtemps que c'est là, les Whitecaps. Là. Ouais. C'est sûr que c'est peut-être pas la lignée directe parce qu'il y a eu des restructurations, mais les Whitecaps, on remonte leur arrivée en NSL, c'était en 1974. Là. Les Rowdies de Tampa Bay, même si, bon, sont pas en MLS, c'est un autre club. Je regarde, il y en a un paquet comme ça de clubs de villes qui ont des traditions de foot qui datent de cette époque-là, qui malheureusement, des fois, ça s'est perdu, c'est revenu. Le Edmonton, il y avait les Drillers. Il y a des traditions comme ça qui sont restées. Chicago, bon, c'est le Sting, aujourd'hui, c'est le Fire, mais ces traditions-là, on remonte à longtemps, là. Tu sais, je veux dire, quand vous allez à San Jose, dans le COP, là, vous avez le dessin, Best est dessiné, là, pour eux autres, pour ces gens-là, c'est la même lignée. Là. Tu sais, à la limite, même, le Manic, c'est pas la même lignée que l'Impact, mais tu regardes les noms qui reviennent. Historiquement, tu sais, dans la première saison de l'Olympique de Montréal, il y a un gars, là, son nom, c'est Franco Gallina. C'est un joueur italien. Il n'a pas joué pour le Manic, mais l'Inter de Montréal qui est allé foutre la merde, puis qui a nuit à la NASL, puis au Manic de Montréal, Franco Gallina jouait là. C'était la plus grosse vedette de ce que je comprends. En tout cas, statistiquement parlant, en 71, c'était le gros joueur. C'était le gros joueur, effectivement. Le coach, le premier coach de l'Impact, Eddie Firmani, il a juste fait une saison. Il a coaché l'Inter, il a coaché le Manic, il a coaché le Cosmos. Puis, si vous avez la chance de voir le film Once in a Lifetime, c'est un film sur le Cosmos de New York. Puis ça, je l'avais vu, je n'avais pas porté attention. Dans Rock and Roll Soccer, il fait arrêter. Il y a une scène complètement surréaliste où tu as Eddie Firmani. Je n'ai rien contre le gars, mais il est là, puis il parle à Franz Beckenbauer, pas n'importe qui, puis qui dit, quand tu fais une passe à ce joueur-là, il dit en anglais, I want you to pass the ball not in back of him, but in front of him. What the fuck, sacrément, c'est Beckenbauer. Tu lui dis ça, tu dis, voyons, Drogba, il aurait foutu une claque, mais ça vous montre la démesure de cette ligue-là, mais il y a des noms dans l'Impact. À la limite, Pizzolito, bon, je veux dire, c'est une histoire de famille, mais plus avec le Manic, mais il y a une tradition qui s'est suivie. Dans le cas de l'Olympique de Montréal, on remarque que la connexion italienne est très forte. Les deux premiers coachs, Sebastiano Buzyn puis Renato Toffani. Puis dans le cas de Buzyn, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une anecdote. Tu sais, des fois, on se plaint des fois parce que les gens parlent de l'Impact puis ils font des gaffes monumentales quand ils parlent de l'Impact. On blâme des journalistes qui se trompent. Je me suis dit, c'est quoi la dernière bourde qu'ils ont faite là, à propos de l'Impact, là, mais je vais vous en donner un exemple. Quand on annonce l'arrivée, c'est en 71. On annonce le coach, qui est Buzyn. Dans le journal, on le présente de la façon suivante. OK, non, le premier entraîneur, pardon, c'est pas Buzyn, c'est Toffani. Mais c'est un ancien joueur de la réserve de la Roma, mais il restera pas là longtemps. Mais quand on amène Buzyn pour le remplacer, qui lui non plus restera pas longtemps, on le présente, bon, c'est un ancien joueur de l'Inter Milano. Et c'est vraiment, on dit qu'en 780 matchs avec le club Cantalia en Italie, il aurait marqué 800 buts de la tête. De là, un surnom. Ça, c'est dans le petit journal à Montréal, 800 buts de la tête en 780 matchs. J'ai fait une vérification. OK, c'est Wikipédia. Je sais que c'est pas la source la plus... Parce que moi, en tant que mon passé d'universitaire, c'est pas la meilleure source. Mais dans le sport, pour les statistiques, Wikipédia, je vous dirais... On s'entend que c'est pas un... Ouais, puis c'est pas un projet universitaire que je fais. Là, c'est un projet à temps perdu. Là, si j'avais présenté l'université, je l'aurais pas fait. Mais dans les faits, ça... J'accorde une crédibilité, la Wikipédia, là-dessus. On parle surtout de 33 buts en 136 matchs qui... Hey, mais écoute, 780 matchs avec Cantalia, ça veut dire, admettons qu'une saison est 38 matchs, j'ai pas de calculatrice, mais écoute, le gars, il aurait joué quoi, 30 ans là-bas? Là? Ouais. Je sais pas où c'est qu'ils ont pris ça, le petit. Puis c'est vraiment. Allez voir sur l'archive Banque nationale du Québec, je vous le dis, c'est ça qui est écrit. Mais je pense que si vous regardez sur mon site, il y a une photo du gars, il était âgé de 42 ans, mais bon. J'ai quelques articles. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la connexion italienne. Tu sais, à un moment donné, c'était rendu un running gag avec l'Impact. Là. Qu'est-ce qui te qualifie? Puis le fameux meme, What qualify you for the job? I'm Italian, welcome aboard. Là.
Oui. dans l'histoire. On s'entend que... C'était le même, ça marchait. Comment il s'appelle? Divayo, il n'est pas arrivé à Montréal pour rien, Nesta non plus. Là, on s'entend, là. Quoique maintenant, c'est peut-être plus une connexion en Argentine, là, mais vous comprenez, c'est quand même un clin d'œil à notre histoire. T'sais. Côté performance, on va y aller de même. Ça n'a jamais été un grand succès, l'Olympique. Là. Si je regarde, là, ils ont rarement eu plus que... ils ont joué 3 saisons, ils ont rarement eu plus que 5 victoires à leur meilleure saison. Oui, là, c'est difficile à dire parce que, naturellement, on a des résultats sur papier. Je vais te donner un exemple d'une gaffe que j'avais fait, puis heureusement, il y a quelqu'un qui m'a corrigé. Quelqu'un qui m'a corrigé. C'est que tu regardes des chiffres sur papier, mais le problème, c'est que l'Olympique de Montréal, il n'y a rien sur Internet. Fait qu'il n'y a pas de vidéo, on ne voit pas les matchs. Tandis que le Manic, vous pouvez trouver des matchs. Puis le Manic, c'est dans les années 80. Moi, j'ai des collègues qui ont vu le Manic jouer. Dans le cas de l'Olympique de Montréal, ça fait plus de 50 ans. Il y a bien des gens qui allaient là qui sont morts aujourd'hui. Oui, c'est ça. François, on manque d'informations. François sur Twitter nous dit l'Olympique qui jouait à l'Autostade. Il n'était pas très bon, mais je traversais le pont sur le pouce. Je prenais la 5 de Chambly pour aller voir jouer l'Olympique. Je suis content d'avoir quelqu'un qui les a vus jouer, genre, puis ça tente de m'envoyer un message en privé qu'il le fasse. J'ai parlé à un monsieur qui avait vu le match, lui, Bologne contre Santos avec Pelé. Mais c'est dur d'analyser ce match-là parce que, justement, je ne les ai pas vus jouer. Fait que, tu sais, je veux juste rappeler aux gens là, que ce que je dis, c'est par rapport aux archives de journaux que j'ai vus. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Ça serait très arrogant de ma part. J'y vais avec le mieux que je sais, tu sais. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'Olympique de Montréal, c'est qu'effectivement, c'est un club qui n'a pas eu une fiche gagnante, mais ce qui est intéressant, dans les journaux, je regarde, entre autres, le 25 juin 1971, le seul joueur local de l'Olympique de Montréal, parce que c'était pas comme aujourd'hui, fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas de Montréal dans le club, c'est Alan Bristow qui dit on a les meilleurs joueurs sur papier. Il dit on est le meilleur club sur papier. Puis ça, on l'a entendu souvent avec l'Impact. À Montréal, on est bon là-dessus. Ouais, mais sur papier, on est le meilleur club. Puis le problème, c'est que sur papier, on fait bien des affaires, puis dans les faits, c'est autre chose. Puis je regarde la première victoire de l'Olympique de Montréal, si je ne me trompe pas, c'était le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Quelle bonne façon de boire une caisse de 24. Et encore là, ce qui est assez fascinant dans cette victoire-là, c'est par rapport au gardien de but. La première saison, l'Olympique de Montréal a perdu des avances. Et là, du moment qu'ils ont pris les devants, c'est 3-1, Sébastien Bouzin a sorti son numéro 1, Kevin Baker. Il a remplacé le gardien pendant le match. Le gars n'était pas blessé, là. C'est rare qu'on voit ça. Là, on va remplir au hockey, tu vas voir ça, remplacer un gardien pendant un match. Laisser 2 mauvais buts. Au foot, si ton gardien n'est pas blessé, il fait le match au complet. Là. Je dis pas que ça arrive jamais, mais on voit vraiment que ton gardien soit tout croche. Puis je me souviens pas avoir vu un coach de l'Impact sortir un joueur un gardien parce qu'il jouait mal. Ça vous montre un peu vraiment les extrêmes de cette ligue-là. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les règlements à l'époque, il y avait des points accordé par rapport au but que tu comptes. Ce qui veut dire que tu es mieux d'ouvrir. Disons, tu perds 2-0. Il y a bien des gens qui, aujourd'hui, au total des buts, vont se dire bon, c'est un différentiel de -2. On n'ouvrira pas la machine par rapport au classement pour se retrouver avec un 4-0, pour avoir un différentiel de 4-0. Je sais, bon, là, mais ici, c'est M. Théorie qui parle. Là. Je ne suis pas un vrai coach de soccer. Là. Mais il y a des gens qui vont penser de même. Tandis qu'à l'époque, si tu comptes, je pense, c'est 4 buts, ça te donne un point au classement. Fait que les gars, c'est comme, je perds 8-0, c'est pas grave, on ouvre le jeu, on est mieux de perdre 10-4 puis d'avoir un point de plus que de perdre 2-0 pour avoir le point, tu sais. Oh oui. Ça pouvait donner des affaires comme 7-0, 12-0. Ça pouvait donner toute une situation. Ça donnait tout que des matchs, mais ça devait être fou, pareil. Tu sais, de voir ces matchs-là, là, ça devait être quelque chose, là, parce qu'à cette époque-là, là, on ne se le cachera pas, le soccer était vraiment là, à ses débuts là, nord-américains. Là. Oui, mais regarde d'ailleurs. Hier, Mathias Vanals me disait, ça fait plus de 100 ans qu'on joue au soccer en Amérique du Nord. Lui ou vit au parc, un des deux. Mais,
à partir du moment où le soccer a vraiment été connu, pratiqué et suivi, ça fait pas tant d'années que ça, là. Ben, regarde, tu sais, l'époque, je vais te donner un exemple. Il y a des choses que. Regarde, c'est ça. Le match contre Bologne, c'est le 30 juin 71. On attendait 22 000 spectateurs, on en a eu 29 000. OK? Dans le club de Bologne, il y avait 4 joueurs de l'édition de l'équipe nationale italienne qui avaient perdu en finale contre Pelé en 70. Puis ça, d'ailleurs, c'est un match que j'aurais voulu voir parce que, bon, j'aimais bien Neymar. Là, je l'aime pas parce qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un fan de Marseille, mais j'aime bien le Santos FC. Ça, c'est le genre de match que j'aurais voulu voir, mais on voit la connexion italienne-Bologne. Mais pour venir à ce que je voulais dire, j'ai fait du coq à l'âne, mais tu sais, ici, à Montréal, on a tendance à se défouler ses rêves, tu sais. Puis je me souviens, la première année de l'Impact, puis je me souviens, Philosa, il avait fait une tribune là-dessus. c'est 98.5, on en avait parlé. À l'époque, j'avais encore mes billets de saison dans les Ultra, puis je me tenais avec les gars des 127, mais pas pendant le match. Il était arrivé de quoi? Puis là, je voyais, je ferais pas de name dropping en ligne, mais il y avait une couple des gars des 127, j'ai vu avec le doigt d'honneur, fuck you, ref. Puis là, j'entendais le monde à la ligne verte, ouais, mais c'est pas gentil de dire fuck you, ref. Écoutez, le 10 août 71, il y a eu une décision de l'arbitre qui a déplu aux spectateurs. Et là, l'arbitre Peter Johnson l'a appris à ses dépens. La foule a sauté sur le terrain et il en a payé le prix. Il a reçu une chaise en pleine face. 12 points de suture. Ouais. Ah, il n'aurait pas fallu que ce soit ce monde-là à la game. Dans la Gazette, là, ils ont été dire que Phil Woosnam, qui était le commissaire de la NASL, avait menacé de suspendre le club pour une période de 10 ans. Quand tu regardes ça avec le recul, c'est pitch please, t'as aucun club qui a fait plus que 5 ans à part le Cosmos. J'exagère, là, mais ça vous bosse vraiment. Il y a des choses à Montréal qui ne changent pas. Blâme et le ref. Il y a eu Maurice Richard aussi, l'histoire de la grenade, là, mais c'est la bombe lacrymogène. Ouais, c'était quoi? C'est la bombe fumigène qu'il a envoyée à Campbell. Je me souviens plus. C'était passé de quoi? Il me semble qu'il y avait eu une émeute. Là. Mais il n'aurait pas fallu que ce monde-là soit à la game où ce que le juge de ligne a décidé de donner un péno. Et non, effectivement. Ça aurait brassé. Mais, tu sais, on voit la... Je ne sais pas, par exemple, si l'Olympique de Montréal, j'ai pas vu de mention là-dessus. Peut-être que notre auditeur va pouvoir répondre. Je ne sais pas s'il y avait un mouvement ultra autour de l'Olympique de Montréal. Tu sais, le Manic, il y en avait. Là, il y avait la fameuse section là, qui... Je ne sais plus c'est quoi le nom. Là, dans le livre sur l'histoire du soccer québécois, il en parlait. Il y avait un groupe qui était là. Je ne sais pas s'il y avait un groupe comme ça pour l'Olympique de Montréal. Ça serait intéressant de savoir. Je vais essayer de demander à François Baudouin, donc, s'il y avait un équivalent là, des Ultras à l'époque. Donc, si François, tu peux me répondre là-dessus, on va faire suivre la réponse dès que c'est disponible. Donc, il y a eu ça, mais... Après ça, il y a eu, bien sûr, l'époque du Manic. Oui. Et je comprends pas. Il y avait du monde en tabarnouche qui aboutissait au Manic. Je voyais des foules là, de 50 000, 56 000. Je ne sais pas sont passés où ces fans-là de soccer qu'on voit plus. Tu sais... Je sais qu'il y avait une grosse compétition avec le baseball. Je sais que l'équipe était sous la direction de Molson à l'époque. Donc, est-ce qu'on donnait des billets pour remplir en se disant on va vendre de la bière? Ben, tu sais, je connais pas l'histoire. Mais écoute, le Manic, on est début années 80. Il y avait une grève du baseball aussi. Ouais, mais pas juste ça. Le Canadien, à l'époque, était une équipe qui était beaucoup plus stable. Même si, bon, les années 80 ont peut-être pas été... ça n'a pas été la plus grosse. On sortait des années 70, mais le Canadien sortait des années 70 qui avait été une grosse décennie pour eux autres. Si je ne me trompe pas, c'est les 4 consécutives. Les 4 coupes consécutives dans les années 70. Il y avait le Canadien n'était pas menacé. Le Canadien était stable. Puis pourtant, le Manic performait. Je regarde aujourd'hui le Canadien qui... On va se le dire, ça va pas bien. La décennie 2010, il y a eu quelques bons flashs, mais puis tu sais, je regarde, puis je nommerai pas journaliste, mais j'ai eu des échos de certains journalistes. Le Canadien, il n'est pas con, là. Dans ses contrats avec les médias, il s'assure d'avoir la place médiatique, là. Ben oui. Tu sais, quand le monde se plaigne, ouais, mais l'antichambre, mais c'est parce que l'antichambre, d'après moi, il y a des contrats, puis ils doivent en parler. Moi, je pense que
le Canadien qui se rend compte que le soccer pousse, puis comme ça va pas bien, tu sais, un club... Ils ont acheté la présence médiatique, là. Ça, c'est ouais, sûr. ils l'achètent. Moi, je suis convaincu que c'est ça. Puis on s'entend que les journalistes, ils ont un devoir de loyauté. Ils pourront pas, ils sortiront pas contre leur boss parce que c'est la main qui est nourrie. Puis c'est correct, puis je respecte ça, tu sais. Puis je veux pas tomber dans les théories du complot, mais c'est clair que le Canadien, naturellement, il a intérêt à ce qu'on parle d'eux. C'est normal, c'est Falardeau dans Elvis Gratton 3. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est un peu ça le principe. Puis ça fait partie de la game. La seule affaire, c'est qu'heureusement, le foot, je ne sais pas au hockey, parce que moi, en partant, je suis un fan des Canucks. Moi, je suis un traître, là, je suis pas un fan des Canadiens. Je suis pas trop. Puis je vais vous avouer, depuis que j'ai des enfants, moi, Vancouver, comme les matchs sont à 10h le soir, j'écoute plus bien le hockey. Je vais suivre ce qui se passe, là, mais je suis pas anti-hockey, j'haïs pas ça, mais je suis plus concentré sur le foot, entre autres avec l'Europe, qui est le matin, c'est parfait pour moi. Mais la communauté IMFC, c'est ce qu'on fait à soir, là, c'est qu'elle s'est rendue compte quand il y avait un manque médiatique, elle s'est organisée elle-même pour combler ce manque-là, tu sais. Puis, c'est sûr que, tu sais, ça donne, tu sais, comme moi, mon petit blog Garage Foot, OK, c'est un petit blog que je fais pour le fun, je veux dire, ça, bon, c'est intéressant pour ceux qui l'écoutent, j'ai aucune prétention, puis si des gens me disent que c'est mauvais, mais ça m'insulte pas parce que je suis tout à fait conscient que je fais ça. C'est pas ma vie professionnelle. Non, j'ai une vie à gagner avant. Fait que, tu sais, moi, je le prends pas. Je fais ça pour m'amuser, tu sais. Puis si le monde aime ça, tant mieux. Ben, c'est ça. Puis surtout que je parle plus d'histoire puis de niaiserie, tu sais. Mais bref, ça s'est organisé. Dans le temps du Manic, il n'y avait probablement pas ce besoin-là. Puis, tu sais, comme tu dis, si Molson était derrière le Manic, ben là, il voulait vendre ses billets. L'autre réalité, je pense, puis c'est une chose qu'on observe, puis Philosol l'a mentionné souvent, le dollar sportif, avec la circulation à Montréal, on dirait que c'est devenu un enjeu. Les gens ne veulent plus aller se faire chier le soir au centre-ville. Quand tu n'es pas capable de parker ta voiture, le transport en commun, des fois, le métro, il marche une fois sur deux. Je pense qu'il y a un paquet de facteurs. Puis, il y a un offre aussi de divertissement. Tu sais, à l'époque, tu avais le Canadien, tu avais le baseball l'été, mais l'offre de divertissement n'était pas comme aujourd'hui. Tu as des spectacles à tous les soirs, tu as des événements un peu partout. Fait que, tu sais, non seulement il se bat avec les autres sports, mais il se bat également avec ce dollar-là de divertissement que tout le monde veut. Là. Puis, gars, m'a donné un autre exemple. Je ne sais pas comment c'était à l'époque les concessions. Peut-être que François pourra nous répondre, mais la dernière fois, j'étais allé au Centre Bell. Je vais prendre le hockey, là. J'étais allé voir le Canadien contre les Canucks, justement. J'étais dans le pit en haut, 54 billets. Bon, moi, j'aime bien ça être en haut parce que je suis paresseux. J'étais assis derrière le but. Bref, je voyais le stade au complet. Okay? Mais la pointe de pizza te coûte 10 $. À un moment donné, pourquoi, quand à ça, avec l'Internet, tu as tous les matchs que tu veux, les clubs que tu veux. Il y a ça aussi, je vais y revenir tantôt, là, mais tu as tout ce que tu veux devant toi, chez vous, puis en plus, tu choisis la bière que tu veux. Tu sais, pour 10 $ la pointe de pizza, j'ai un pack de 4 Guinness. Fait que, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais moi, je pense que ça joue. Puis l'autre chose, puis c'est con parce qu'on est un peu complice de ça, parce que ceux qui ne savent pas, moi, je suis à Montréal, tout est à Sept-Îles, je pense. À Rivière-du-Loup. T'es arrivé à Rivière-du-Loup, tu sais. On fait ça par Internet. Mais avec Internet, le Canadien ne joue pas bien. Ben pourquoi je regarde, tu sais, comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, ça s'appelait Pavel-Bourré, mais j'écoutais presque pas les matchs. Je les avais pas à télé. Aujourd'hui, je peux avoir toute l'offre télé que je veux, les matchs que je veux. Je peux suivre un club n'importe où dans le monde. Fait que les gens sont peut-être moins patients que les clubs locaux. Ben, y a des gens... moi, je pense que oui. Là. Puis, on le voit là, dernièrement. Là, j'ai vu des jeunes incroyables habillés en la nouvelle concession de la Ligue nationale. LA. Oui, c'est ça. Las Vegas. Las Vegas, c'est ça, les Golden Knights. Donc, on en a vu plein, là, mais pourquoi? Là, c'est pas parce qu'ils ont vu les matchs à RDS, là, c'est parce que ils ont vu un peu partout. Il y a du marketing qui se fait overall sur tous les réseaux sociaux. Donc, puis il y a le piratage aussi. C'est ça, donc c'est facile d'avoir accès à ça. Moi, j'enseigne au secondaire. OK, check bien ça. J'ai pété les plombs contre un élève l'année passée. Ben, amicalement, là, on s'entend, l'élève, c'est un bon élève, là, il m'a pas manqué de respect, mais moi, à l'école, je te le dis, moi, quand j'étais élève, c'est l'école où j'étais élève, Horizon Jeunesse à Laval, là, des chandails du Canadien, on envoyait des chandails de hockey. C'était clair, t'envoyais. Aujourd'hui, des chandails de hockey, à l'occasion canadienne, des fois Boston, là, j'ai un de mes élèves qui ne comprend pas et qui se prenait un chandail de Boston, là, mais il fait ça pour m'écœurer, puis il me rappelle qu'en 2011, ils ont gagné contre Vancouver, mais je ne vois plus de chandail de hockey.
Mais des chandails de foot, là, puis pas juste des gros clubs. Là, je vois des chandails d'équipe en Algérie, mes élèves algériens. Zachary, je sais pas s'il écoute, j'ai envoyé une stream. Voilà, il est débarqué avec l'Olympique, ça c'est bon. Il est débarqué avec Guangzhou Evergrande en Chine. Les jeunes, ils ont l'offre télé. Puis le problème que j'ai, c'est que dans mes cours, s'il y a un match de la Ligue des Champions, Ilyes, l'année passée, si je l'ai envoyé promener, il y avait un match Manchester United, des petits maudits s'échappent. « Hey, il y a un but, monsieur! » Hey, tabarnane! Il écoutait son match en cachette dans le cours. Mais ils vont streamer les matchs, ils ont tous les matchs qu'ils veulent. Puis, tu sais, on s'entend que moi, je préfère. Tu sais, je suis un gros fan de l'Olympique de Marseille, j'aime bien Manchester United, mais si ces clubs-là débarquent à Montréal, fuck you, business is business, c'est Montréal. Tu sais, mon club, c'est l'Impact, mais il faut dire que l'hiver est long ici, fait qu'on se retourne vers les autres clubs. Fait qu'à un moment donné, les gens, tu sais, si ton club local ne performe pas, ben, surtout les jeunes, tu sais, les plus vieux, comme la génération de mes parents, eux, ils ont grandi avec ça. Tu sais, comme je regarde mes élèves, moi, quand j'ai commencé à... Ouais, mais pas juste ça, c'est que je regarde mes élèves à 16 ans, ils sont tous PSG, ils sont tous Manchester City, mais en même temps, ils étaient trop jeunes, ils n'ont pas connu les autres dynasties. Eux, quand ils ont commencé à être conscients de ça, ben, c'était ces clubs-là qui performaient. Moi, quand j'ai commencé à suivre le foot, ben, c'était Manchester United, tu sais. Fait à l'époque du Manic, il n'y avait pas ça. Tu sais, à l'époque du Manic, tu suivais le club local. Ben oui. Tu n'avais pas le choix, tu sais. Fait que le Manic, ça a dû jouer en faveur du Manic. Ben oui, énormément. Tu sais, c'est sûr que nos Eurosnobs, j'ai un collègue, il a joué avec des joueurs du Manic, il connaît toute la gang, puis j'arrête pas de le traiter d'Eurosnob. C'est un gros fan de la UV fini, puis mais bref, lui, comme il dit, je regarde pas l'Impact parce que c'est pas le même sport. Il regarde pas les femmes parce que c'est pas le même sport. Il y a un côté macho aussi, là. Mais je veux dire, la plupart des gens à Montréal, s'ils voulaient suivre du foot, bon, il y a le Manic. Le hockey, c'est le Canadien. T'sais. Le football, c'est les Alouettes. Il n'y avait pas l'offre télé d'aujourd'hui qui c'est peut-être. C'est bon parce que, tu sais, Drogba, il n'aurait peut-être pas entendu parler de l'Impact sans ça en 2015, mais en même temps, ça fait en sorte que ta population locale, si elle ne s'identifie pas à ton club, tu sais, c'est un peu ironique. Avant de trouver un autre, c'est ça. Elle va aller s'identifier à un leader qui gagne. Même à la limite, je pense que ce qui fait mal actuellement, peut-être, ben là, ça a changé un peu, mais ce qui peut faire potentiellement des clubs, en tout cas le Canadien, parce que c'est un commentaire qu'on entend souvent, si tu n'as pas de joueurs locaux, tes gars s'identifieront pas. Tu sais, moi, tu prends Patrice Bernier, je m'identifie à lui sans problème, d'autant plus que je pense qu'il n'y a pas plus québécois que Patrice Bernier, qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. Là, tu sais. Bernier, c'est un gars du coin, tu sais, puis bref. Tandis qu'un gars comme Drogba, je m'identifie pas à lui, pas en tout. En plus, il joue à Chelsea. Là. Fait que c'est pour ça que les joueurs comme Samuel Piette, là, c'est important. Le Bombardier, les Moilous, les gens veulent... Et c'est peut-être plus vrai pour les personnes plus âgées, par exemple, mais ils veulent quand même un peu de sang local à travers leur formation. Là. Oui, effectivement. Mais tu sais, pour la consommation de sport, c'est ça. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais jeune. Là, moi, je viens de Québec à la base. Là, fait que moi, c'était les Nordiques. Là, mais on avait 4 postes de télé. Fait que tu écoutais ce qui passait. Fait que j'avais les Nordiques. Là. Moi, un petit peu plus vieux, à mon époque, là, j'ai pogné le câble. Fait que j'avais RDS, TVA Sport, ça fait pas si longtemps. Mais, tu sais, mon gars, là, mon plus vieux, lui, il joue au soccer, il mange du soccer. Mais, tu sais, il y a DAZN, il y a Bean Sports, il y a... Fait que là, l'offre, elle devient illimitée. Là, One Soccer... il en trouve partout. Là. Fait que, il me parle à peu près de tous les matchs qu'il joue à tous les jours, mais... Il en consomme énormément et facilement. Donc, c'est sûr que lui, oui, il suit l'Impact avec beaucoup d'intérêt, puis on y va souvent, mais si l'Impact ne gagne pas, si l'Impact n'a rien pour l'accrocher, n'a pas de joueur vedette, il va le trouver ailleurs. Là. Ouais. Effectivement. L'autre chose aussi, peut-être, par rapport au Manic, tu sais, le Manic, ça remonte 1983, on est rendu en 2020. Oui, 81 à 83. Tu sais, ça fait quasiment 40 ans, là. Je veux dire, à un moment donné, les gens qui allaient dans les foules aujourd'hui, si, disons, la moyenne de la foule avait 25 ans, bien, il fait 25, ils sont rendus à 65 ans, ça leur tente peut-être plus d'aller dans un stade non plus. Il y a ça aussi, là. Oui, c'est ça, parce que tu sais, si je regarde là, en 81, le 2 septembre 81, full record, 58 500. Fait que là, c'est ça que je me demandais, moi, hier soir, comme question. Ils sont passés où, ce monde-là? Mais c'est sûr qu'en 81, je suis né en 81, là. Donc, j'ai 38 ans.
Fait que, tu sais, si ce monde-là avait déjà 30-40 ans, ils sont rendus à 70-80. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça joue. Écoute, juste je pour en pense que- revenir, excuse, je te Ouais. coupe, Rémi, Oui. pour en revenir tantôt sur les Ultras, François, il nous répond sur Twitter que dans ses souvenirs, il n'y en avait pas, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'Italiens, et puis il dit, je me rappelle des clubs de New York et Rochester. Mais c'est drôle parce que j'ai joué quand ma fille est venue au monde en 2013, tu sais. Puis avant que ma fille vienne au monde, comme je suis un enseignant, j'ai 2 mois à rien faire l'été, quoique là, présentement, je fais pas grand-chose. Ah, si je t'écœuré, je suis en train de virer fou avec ça. Là. Moi, J'ai hâte que ça soit fini. Moi, c'est le contraire parce que dans le day-to-day, là, je suis propriétaire de 2 épiceries, fait que je m'ennuie vraiment pas. Là. Ouais, tu restes du papier de toilette. Ah oui, c'est ça. C'est la guerre quotidienne, mais... Je jouais avec beaucoup d'Italiens, puis la plupart me parlaient du Manic, mais il n'y a personne qui m'a parlé. Même à un moment donné, à 91.9 Sport à Montréal, j'avais fait un appel, j'avais réussi à une ligne ouverte. S'il y avait des gens qui avaient connu le Manic, j'aurais avais dit j'ai eu aucun contact. Tu sais, vraiment, là, l'Olympique de Montréal, c'est vraiment passé comme dans un... L'histoire du soccer québécois, c'est une page. Puis c'est une page pas très remplie, m'a dit, contrairement au Manic, là. Il n'y a pas grand-chose sur l'Olympique de Montréal. Ça. Et tu sais, le Manic, là, ça m'étonne parce que quand je regarde ça, là, les foules étaient là. Ils ont été 2e dans la division en 81, premier de la conférence américaine en 81-82, 2e de la division en 82. Et ils tombent 4e en 83 et là, pouf, c'est terminé, ça disparaît. Fait que je sais pas pourquoi que ça a été un raz-de-marée comme ça et que, tu sais, en dedans de 3 ans, finalement... le Manic est forcé d'arrêter ses activités finalement parce que par rapport à plus ça, rien. Moi j'ai un collègue qui me disait l'ancienne école où j'enseignais, par rapport au Manic, ce qui a fait mal au Manic, c'est l'idée de les Américains avaient créé Team USA. Puis au Canada, on a lancé ce qu'on appelait la fameuse Ligue canadienne. Oui. Je me souviens plus exactement le nom. Puis il y avait l'Inter de Montréal. D'ailleurs, c'est Eddie Fermani qui coachait. Puis Galino était là-dedans. Puis ça a comme... J'ai comme l'impression que là, tu te ramasses avec 2 équipes à Montréal. Puis on va s'entendre que 2 équipes de ça... Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que la Ligue nationale pourrait avoir une 2e équipe à Montréal, puis ça marcherait. Dans le cas du foot, ça marche pas. Puis j'ai comme l'impression, de ce que beaucoup de personnes me disent, c'est que je sais plus c'est quoi le nom du gars en tant que tel, qui a eu l'idée de lancer l'Inter de Montréal, puis c'est ça qui a foutu. Puis le Manic a fini la saison, ils ont été discontinués, parce que ça marchait plus. L'autre, l'Inter de Montréal a joué, je pense, 5 matchs, puis la Ligue a jamais fini la saison. Puis, mais tu regardes la saison suivante en NASL, il reste quoi? 1, 2, 3, 4... Il reste comme genre 10 clubs, je pense, même pas. Puis ça a été la dernière saison de la NASL. La NASL, d'après moi, au Manic, on a senti que la NASL allait frapper un mur, puis on s'est retiré avant. Peut-être. C'est CPSL, l'Inter de Montréal en 83, le Canadienne Professional Soccer League. Ça a été un flop. Oui, c'est ça. Mais ça a quand même fait mal, comme tu dis, au Manic, parce que en 81, le Manic a une moyenne d'assistance de 23 700. En 82, 21 300. Fait qu'un petit peu moins, mais ça se tient. Puis là, en 83, ben là, on tombe à 9 900. Fait que c'est vraiment là que ça a frappé. Et tu vois, j'ai-tu les statistiques pour l'Inter? Je les ai pas. J'ai pas la moyenne d'assistance, mais... écoute, l'Inter, là, t'essaieras de trouver le logo. J'ai fini par le trouver dans les archives de la Gazette, mais l'Inter, il n'y a rien. Même dans le livre Histoire du soccer québécois, l'Inter, je pense, on le mentionne, là, mais... Tu sais, moi, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette saison-là, là, mais tu sais, les finales saison régulière, on a Eagle d'Edmonton, on finit la saison avec 10 matchs. Hamilton, 12 matchs. L'Inter, 8 matchs. Mississauga, 13 matchs. Calgary, 12. Toronto, 7. Fait que ça, c'est avant les séries. Je comprends pas, là. Des équipes assez la saison, c'est... Fait que je pense que ça s'est vraiment La saison, mal passé. c'est pas terminé. C'est un peu comme...
dans le temps au basket, les Dragons de Montréal, ils ont joué, je pense, 17 matchs, puis ça a été terminé. Là. Ils ont jamais fini la saison, tu sais. Ça a été le même cas avec la CPSL, puis c'est ça qui m'énerve, parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une équipe de la Ligue canadienne, là, de la CPL actuellement, qui soit au Québec, dans la région de Montréal. Moi, honnêtement, parce que j'ai plus de billets de saison pour l'Impact à cause que j'ai des jeunes enfants, le prix, puis j'ai amené les enfants au Stade Saputo. Moi, j'ai des enfants en bas âge, tu sais, fait que c'est compliqué, là. Mais s'il y avait une équipe CPL dans la région de Montréal, même probablement que là, bon. Je sais que Laval en parle énormément, là. J'aimerais ça, ou à la limite, moi, cette saison, je vais retourner voir la PLSQ, la Première Ligue du soccer du Québec. Oui. Dans le temps, j'allais voir le club à Saint-Léonard dans le temps, puis là, avec les enfants, j'ai arrêté, mais je veux dire, moi, j'aime bien le produit québécois au soccer, fait que j'aimerais ça qu'il y en ait une équipe de la CPS. J'ai l'application One Soccer, je m'abonne normalement quand la saison commence, tu sais. Sinon, on va voir comment ça va se passer. Ben, moi, je la trouve bonne, l'application, tu sais, puis ma femme est chinoise, fait que j'écoute un peu la Chinese Super League aussi, là. OK. Quand même intéressant. Parce que c'est ça, One Soccer, ils présentent CPL. C'est eux autres qui présentent la USL aussi? Non? Non. C'est juste CPL. Honnêtement, la USL, j'ai rien contre, mais il n'y a plus d'équipe canadienne là-dedans, fait que moi, j'ai plus d'intérêt. Non, c'est ça, non. Exactement. Mais, tu sais, je pense que c'est ça. Ça vaudrait la peine. D'après moi, le calibre, là, il est encore un petit peu plus fort que la CPL. Quoique la CPL va super bien, là. Et, tu sais, on voit qu'il semble avoir, en tout cas, de quoi de bien, là. Surtout avec l'Atlético Ottawa. Donc, tu sais, je pense qu'il y a de quoi de bien qui s'en vient pour la CPL. Si la saison peut avoir lieu. C'est ça. Ça va leur faire mal. S'il n'y a pas de saison, là, ça fait mal à une ligue qui est en démarrage comme ça. Puis, tu sais, CPL, ils ont réussi un tour de force avec, tu viens d'en parler, One Soccer. C'est une ligue quand même là, qui est relativement très jeune, qui a réussi à se négocier un contrat de télé avec One Soccer à 20 millions. Donc, tu sais, ça part bien les coffres et ça augure bien. Mais encore faut-il que ça joue au soccer. Oui, il y a ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est que le coronavirus, ça marche. Tu sais, aujourd'hui, parce que là, tu sais, bon, ces temps-ci, je suis pas mal ce qui se passe dans l'actualité parce que ben, j'ai hâte de voir quand je recommence à travailler, là. Puis là, écoute, le ministre Legault, là, en Alberta, ils ont carrément annulé l'année scolaire. Là. Les élèves ont une promotion. J'espère que ça, écoute, si ça arrive, on va virer fou. Je suis content d'être à la maison avec mes enfants, mais là, à un moment donné, moi, je suis habitué avec des ados de 16 ans, là. M'a viré fou. Puis là, écoute, scénario, on prévoit peut-être jusqu'en décembre, mais là, jusqu'en décembre, ça veut dire que tu perds une saison complète là. Pour l'Impact, pour la CPL, ça pourrait tuer la Ligue. Là. Oui. Vraiment, ça pourrait, non, mais c'est ça pourrait faire très mal. Puis tu sais, même en PLSQ, où c'est pareil, là, à chaque année, il y a des équipes qui se greffent, il y en a qui abandonnent parce que on a plus ou moins les moyens, mais je pense que on parle souvent que l'Impact n'a pas de club de réserve, mais il faut quand même qu'on développe le talent. Là. Puis c'est pas vrai que ça va tout se développer par l'académie. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Là. Mais PLSQ, si ça ne joue pas, CPL, si ça ne joue pas, ça va faire mal. La PLSQ, ce qui fait mal, par expérience, parce que j'y allais à Saint-Léonard, c'est que, bon, tu avais un stade payant, puis tu avais une clôture. Puis il y a bien des gens qui s'assoyaient sur la butte à côté de la clôture qui regardaient le match en payé. Ouais, c'est ça. Puis quand ils ont déménagé le club à Montréal-Nord, j'étais allé voir un match, puis le problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus vendre de billets. Parce que c'est le parc Saint-Laurent, là, sur Henri Bourassa. Puis le problème, c'est que là, les gens disaient, tu me fais payer un billet, mais le gars, il est l'autre bord de la clôture, il ne paye pas de billet, puis il voit le match gratuitement. Fait que là, la ville a fait pression pour. Si je me souviens bien, le gars m'avait expliqué qu'il ne pouvait plus vendre de billets. Il fallait qu'il vende des hot dogs pour financer son club. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, le gars qui est assis dans l'estrade, tu lui dis amène pas de bouffe, c'est une chose. Le gars qui est sur le trottoir, sur la rue, qui décide qu'il ouvre son sac de chips, tu fais quoi avec? Il est sur la rue, tu sais. Tu lui dis va-t'en. Fait que la PLSQ, le problème, c'est au niveau, puis on s'entend, puis c'est pas un blâme que je fais à PLSQ, là, on s'entend que c'est une toute petite ligue, là. Ils peuvent pas se construire des stades à 1000 personnes non plus. Non, c'est sûr. Mais ça doit attirer quoi? On doit parler de 200-300 personnes là, en PLSQ, peut-être? Ah, moins que ça. Moi, quand j'allais voir Saint-Léonard, on était peut-être une centaine, même pas. OK.
t'es parent des joueurs, finalement, des deux Moi, je peux équipes. te dire que si on avait craqué des flares comme dans le temps, les ultras faisant USL, là, il n'y avait même pas de sécurité. Là. OK. À la limite, tu sais pas, je craque le flare dans le stade, mais aller le craquer à côté. C'était à peu près ça. Là. Fait que c'est sûr qu'une ligue comme la PLSQ, effectivement, le COVID-19 est dangereux. Dans le cas de la CPL, je ne sais pas parce que je suis les activités, c'est un peu plus gros, là. Mais Atlético, d'après moi, eux autres, ils n'auront pas de problème financier. Non, c'est ça. Moi, je ne penserais pas non plus. C'est vraiment les clubs qui arrivent. C'est sûr que CPL, en signant, comme je te disais, avec One Soccer, un contrat de diffusion de 20 millions, il y a peut-être moyen d'aider là, financièrement une coupe de concessions parce qu'il doit y avoir un partage des revenus qui se fait, certainement, avec la Ligue. Mais, des nouvelles concessions, c'est toutes des équipes jeunes. Là. C'est une Ligue qui est jeune. Fait que c'est sûr qu'ils sont tous fragiles. Là. Donc, ça peut faire mal. Là. Ah non, effectivement, c'est pas bon. Là, puis... les premières entrées, là, je pense que ça valait 2 millions. Un club de la CPL, là, il se négocie à peu près on parle de peut-être une équipe qui pourrait se greffer à Québec. On parle de 8-9 millions de coûts d'entrée dans la Ligue. Fait que faut que tu commences à avoir les poches creuses là, pour te payer un club comme ça. Fait que c'est sûr que si tu fais ton entrée dans la Ligue puis que finalement, il n'y a pas de saison, ça coûte cher. Là. Non, effectivement, pour revenir à l'Olympique de Montréal, oui, le parallèle, le gars, ça lui a coûté 25 000 rentrer dans NASL, un investissement de 100 000 $ la première saison, l'autre, t'es rendu coup de millions. Là. Ouais. Puis je comprends qu'à un moment donné, avec le temps, le coût augmente, oui, mais tu vois que le soccer a progressé. Là. C'est ça, énormément. Là. Puis, si on regarde, on revient à la MLS, l'Inter de Miami, c'est sûr que c'est une concession qui a été presque donnée à David Beckham, mais règle générale, là, on est rendu autour de 250-300 millions pour une concession de MLS. Fait que c'est fou, là. Ça a progressé énormément. Mais tout ça, et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que c'est directement en lien avec les droits télé. Fait que c'est fou. Ouais, hey, je voulais revenir à l'Olympique. Le temps file. Oui, déjà. Parce que moi, ça va vite. Moi, c'est pour toi. Là. Moi, pour l'instant, moi, je suis payé pour parler. Hein. Je me parle tout seul dans mon char des fois. Là. Fait que moi, ça ne me dérange pas. Mais je voulais revenir. Il y a de quoi je voulais parler. Puis, bon, le monde va me trouver fatigant, mais je veux revenir là-dessus parce que je t'ai déjà mentionné. Puis c'est juste parce que... Puis, tu sais, ma dernière balado que j'avais faite en pause avec la Copa Libertadores, quand il y avait encore du sport à télé, c'est que l'Olympique de Montréal a quand même réussi un coup qui me fait penser un peu à Binks. C'est de faire venir l'ancien joueur de Tottenham et la légende de Liverpool, Graeme Souness, à Montréal. Quand je parlais tantôt de gaffe que j'avais fait, tu sais, j'ai regardé les stats de Souness à Montréal, je l'avais trouvé assez ordinaire comme joueur, puis comme je suis pas un fan de Liverpool, je comprenais pas. Le gars seulement fait 2 buts, je pense, c'est en... quelque chose comme 10 matchs sur 14. La saison est 14 matchs, la deuxième saison. Fait que lui, il a joué 10 des 14 matchs. C'est qui? Est-ce que ramène-moi le nom? Graham Souness ou Graeme Souness. OK. G-R-A-E-M-E. OK, oui, je l'ai. 2 buts, 2 passes. Oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que le gars était jeune, il était à Tottenham. Tu sais, quand je vous dis des fois qu'il y a des noms qui reviennent, il a été prêté à Montréal, il a fait la mi-saison, puis à 4 matchs de la fin de la saison, ils l'ont ramené. Le gars, quand même, est un joueur clé. Il a été nommé joueur de l'équipe d'étoiles. Oui, il a joué à Tottenham. D'ailleurs, la meilleure saison. Oui. Sauf qu'à l'époque, il était jeune. Et lui, ce qui a fait mal, quand je regarde dans les mémoires des journaux, d'ailleurs, on a fait des promos avec lui. Un de ses problèmes, c'est qu'en fait... la fameuse ligne d'hors-jeu. Tu sais, quand je disais que la NASL a testé des choses, il avait mis une ligne d'hors-jeu, je pense que c'était à 18 mètres. Okay. Je m'explique pour ceux qui ont peut-être moins d'expérience dans le foot. Là. Normalement, tu ne peux pas appeler un hors-jeu en zone défensive. Le hors-jeu se fait en zone offensive. Oui. Mais le hors-jeu part à partir de la ligne du centre.
En NASL, on avait repoussé cette zone-là de 18 mètres dans la zone offensive. Ça veut dire que là, tes défenseurs, tu sais, par exemple, vous allez voir des fois quand le gardien remet le ballon en jeu, les défenseurs vont aller se mettre sur la ligne centrale à peu près, pas tout le temps. Ben là, tes défenseurs, s'ils se mettent sur la ligne centrale, la version NASL, le joueur attaquant peut aller se mettre jusqu'à 18 mètres derrière lui. Puis je dis 18, ça se peut que je me trompe, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme. Ça veut dire que tu peux jouer des longues balles vers l'avant. Et ça nuit à Souni, c'est parce que lui, c'est pas. Il a seulement joué 10 matchs. Tantôt, je dis c'est 10 matchs. Il s'est jamais adapté à ça. Fait que le jeu allait trop vite pour lui. Ça avait l'objectif d'ouvrir le jeu. Tu sais, la NSL a tenté plein de choses. Vous avez sûrement vu, je pense, c'est qui le gars du Cannes Foot Club qui a partagé... Non, c'est Gavino, le gars d'IMFC Radio, qui a partagé le but en fusillade là, du numéro 11 du Manic. Là. Mais j'ai sorti mon chandail. Mais ben, c'est ça. La NASL avait un paquet de trucs de même, de règles étranges. Heureusement, la MLS ne fait pas ça, puis il faudrait pas, là. Mais... un paquet de règles étranges qui font en sorte que des fois, les joueurs étaient complètement dépaysagés. Donc, comment tu veux jouer là-dedans? C'était pour eux autres. Tu sais, quand mon collègue dit que c'était pas le même sport, dans ce cas-là, effectivement, on peut quasiment le dire, c'était plus le même sport. Tu sais. Mais non, c'est ça. Quelqu'un qui pousse, avec ça, va s'adapter à la règle. S'il apprend à jouer tout petit avec leur jeu de 18 mètres, c'est correct, là. Mais quelqu'un qui arrive des Hotspurs de Tottenham, là, il comprend pas, là. Oui, mais en tout puis moi, je pense qu'il y avait des Américains, cette ligue-là, quand ils jouaient en fait, ils n'avaient pas cette ligne-là anyway. Fait que, c'est comme au hockey, par exemple, quand j'étais jeune, je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner, il avait rajouté une règle, il avait mis 2 lignes en arrière du but, puis là, le gardien pouvait parler d'un coin. Oui, c'est vrai. Tu sais, ou la fameuse two-line pass quand on était jeune. Tu sais, même au basket, j'ai été longtemps sans jouer. Quand j'ai recommencé à jouer, il y avait une nouvelle ligne qui était apparente sur du panier. J'étais, what the... Tu sais, fait que les règles évoluent, c'est normal, tu sais, mais là, c'était tellement drastique comme évolution pour ces joueurs-là que c'était peut-être pas intéressant pour un Européen de les jouer. Non, c'est ça. C'est ce qui fait que présentement, là, malgré tout, là, on le sait que c'est beaucoup plus physique peut-être qu'en Europe de jouer dans la MLS, mais somme toute, règlement, ça ressemble en général entre les deux ligues. Fait que, ouais. La seule chose qui me dérange, puis ça en Amérique du Nord, c'est une chose qui me gosse, quoi que ça a été à notre avantage dans les dernières années. Le turf? Non, il n'y a pas de promotion-relégation. Ouais. Moi, ça me dérange. C'est bizarre parce qu'on le fait dans les ligues. Tu sais, la fédération de soccer le fait dans ses ligues 2A, 3A. Fait que je comprends pas qu'on n'aille pas amener ça jusqu'en haut. Ben, tu sais, c'est l'argent. Les gens achètent une franchise, hein, tu sais, mais Toronto n'aurait jamais été champion. Avec les mauvaises saisons qu'ils ont eues, ils seraient comme en dernière division. Là. Ouais. Mais, tu sais, il y a une époque, là... Puis tu ferais ça avec quoi? Tu ferais ça, promotion-relégation avec la USL ou un Division 2, Division 3? C'est sûr que c'est compliqué. Mais tu sais, à l'époque, quand il n'y avait pas la CPL puis que les équipes canadiennes jouaient en USL, oui. T'sais, moi, normalement, ça aurait dû être il y a longtemps MLS, NASL, USL. Ouais. Tu sais, ça aurait été correct. C'est sûr qu'aujourd'hui, à cause que t'as les équipes canadiennes, ça vient toucher, là. C'est peut-être moins possible, mais moi, je prédis que d'ici 10 ans, les équipes canadiennes vont se faire expulser de la MLS. Ils vont se faire dire, allez jouer dans votre fédération, puis la CPL va donner une première division canadienne, puis il va y avoir une première division américaine. Moi, c'est un incontournable. CPL ramasserait les équipes canadiennes de la MLS. Oui, c'est ça. Probablement qu'il y aurait peut-être une nouvelle division qui serait créée, une deuxième division canadienne. Mais bref, revenons à l'époque. Là. Tu sais, l'Impact, là, quand ils sont rendus contre Santos Laguna, à l'époque, moi, je pense que certains clubs MLS, l'Impact aurait pu leur causer du trouble puis solide. Parce que le calibre de la MLS, à l'époque, on remonte à il y a 10 ans, là, même quasiment 11 ans, n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait plus vrai. Mais à l'époque, le niveau MLS n'était pas si impressionnant que ça. Je vous dirais, si je regarde le niveau MLS là, depuis 2012, il y a eu une percée. Tu sais, je veux dire, on a fait des Ibrahimovic, c'est des ça, Rooney. Exactement. Des Zlatan, des Beckham, des... Mais tu as des joueurs locaux qui se démarquent.
Tu sais, Piatti, il est arrivé de nulle part, lui, là. Il n'est pas arrivé d'Europe, là. Non, c'est ça. Il arrive Oui, il a joué en Europe, il a joué à Saint-Étienne, il a joué à Saint-Étienne, si je ne me trompe pas. Mais on a des gars comme ça qui sont arrivés de nulle part. Oyongo, t'es arrivé de nulle part, il est en Ligue 1 aujourd'hui, là. Tu sais, Balou, s'il n'avait pas son problème d'attitude. Tu sais, on a des gars comme ça qui sont arrivés, puis c'est vrai dans d'autres clubs, il y a eu des joueurs locaux qui ont vraiment performé. Fait que, oui, le niveau monte. C'est sûr que, tu sais, on a des générations de retard sur l'Europe. Puis, tu sais, il y a aussi la structure. Puis là, il faudrait faire un podcast complet sur la structure, mais, tu sais, moi, mon gars joue 3A présentement, là, puis j'ai coaché mon gars longtemps et j'ai coaché 2A. Et il y en a plein du talent québécois qu'on connaît pas parce que c'est plate à dire, mais les parents n'ont pas les moyens de faire jouer leurs enfants en 3A. T'sais. Alors que je sais très bien que du côté européen, là, que tu sois... Wayne Rooney a signé à 8 ans. Non, c'est ça. Et niveau 3A, là-bas, là, il n'y a pas de frais. Là. C'est pas comme ici où ce que tu payes un camp de sélection, puis si t'es bon, ils vont te prendre. T'sais, là-bas, c'est l'équipe qui vient te chercher et qui dit « OK, toi, là, c'est fini, tu ne payes plus le soccer, tu viens jouer avec nous autres parce que tu as la capacité de le faire. Puis, tu as l'instinct, finalement d'un joueur de soccer. Parce que ici, souvent, ces jeunes-là sont classés hyperactifs, puis on les tasse dans un coin, puis on les veut pas. Mais tu sais, là-bas, ils les ont développés souvent par là, puis l'argent ne devient pas un enjeu pour aucun parent là-bas, où s'ils sont bons, finalement, c'est le talent qui va faire qu'ils vont se développer. Je pense que l'autre lacune aussi, c'est que c'est vrai qu'au niveau de nos joueurs, le talent pousse. Le problème, c'est que nos coachs ne sont pas prêts encore. Non. Moi, je pense que ces jeunes-là, quand ils vont devenir des entraîneurs, là, ça va lever d'une coche parce qu'on s'entend que on a des bons entraîneurs au Québec, mais tu sais, Nick DeSantis, il y a une époque, c'était un excellent entraîneur en Amérique du Nord. Mais quand tu arrivé en MLS, il ne suivait plus. Fait qu'à un moment donné, nos jeunes vont falloir qu'ils poussent. T'sais, moi, j'ai coaché 1 an à l'école, en milieu scolaire, tu sais. Bon, ça n'a pas été une bonne saison, mais c'est parce que moi, ils m'ont fait jurer. La direction m'a dit, là, tu ne craques pas de flair dans le gymnase. Ça, j'étais comme, tabac. Ben, moi, j'étais plus intéressé à regarder la game. Je devais coacher le basket, puis finalement, l'autre coach avait appris le basket. Je vais coacher le soccer, tu sais. J'aurais jamais dû coacher, j'étais incompétent, mais tu sais, bon, les jeunes, remarque que d'un point de vue scolaire, j'étais pas incompétent parce que mes jeunes, le deal, c'était vous jouez, vous avez un comportement acceptable en classe, puis en classe, ça fonctionnait bien. C'est quand la saison a fini, ils se sont maniaisés, puis là j'avais plus de pogne sur eux autres, mais c'était pas mes élèves à moi, c'était du secondaire 1, là. Moi, j'enseignais en 2 à l'époque, okay. Il a fallu, après que je fasse un deal avec eux autres, là, regardez, gang, on va continuer le soccer, mais moi, dans le fond, ma job, c'était pas tant de gagner. La direction de l'école me demandait pas de gagner. Elle me demandait coach les jeunes, faire leur vivre des succès, puis on a quand même eu quelques bonnes games qu'on a gagnées. Mais moi, le but, c'est de m'assurer qu'au niveau de l'école, il y a un comportement acceptable. Fait que, c'était pas grave là, si on gagnait pas, là, ça fonctionnait, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, fait quand ces jeunes-là qui ont du talent vont devenir des entraîneurs eux-mêmes, moi, j'ai comme l'impression que ça va être encore mieux. Ben oui. Tu sais, je regarde, moi, j'ai bien aimé Biello comme coach, même si ça n'a pas été parfait. Mais tu sais, quand on va avoir je sais pas, moi, un Bernier, par exemple. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que le plan... Même qu'on voit là, les Samuel Piette et tout ça apparaître comme entraîneur, finalement, après post-carrière, s'il reste dans le domaine, c'est là qu'on upgrade ce qu'on a. Tu sais, il faut pas se mettre la tête dans le sable. On a Titi, c'est bien. Oui. Titi va faire un bout, mais à un moment donné, Titi va retourner en Europe. Mais moi, je pense que c'est clairement un tremplin. Là. C'est sûr que Titi, d'après moi, ça ne se fera pas comme Drogba, le niaisage. Il va peut-être faire 1 ou 2 saisons, puis il va refaire son contrat, puis il va partir. Mais quand Titi va partir, moi, d'après moi, Bernier n'est pas là pour rien. Là. Ben non. Je pense que Bernier est capable de le faire. Mais Bernier, tu sais, Bernier, c'est un gars qui a tellement de classe. C'est pas un arrogant. C'est un gars, mais j'ai parlé une fois en personne au stade. C'est plus un gars gêné que d'autres choses, je trouve. Mais lui, quand il va faire ses classes, un peu comme Zidane a fait à Madrid, puis après, il va prendre la place. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il va nous gagner 3 Ligues des champions consécutives, là.
Il va en gagner 4. Non, mais il va avoir la tête pour. Il a la tête pour, mais je pense que, tu sais, Bernier, c'est un gars qui aime bien les étapes, c'est un gars qui a unité. Il va faire ses classes, puis après, il va prendre la place. Puis moi, je pense que Bernier, ça va être un entraîneur à long terme dans le club. Oui, moi aussi. Je pense que c'est un beau produit de l'intérieur, justement. C'est ça. Tu veux sauver ça. Puis soyons honnêtes, tu regardes les grandes équipes européennes qui gagnent des championnats dans leurs effectifs, ils gagnent des joueurs locaux. Oui, ils ont quelques joueurs internationaux qui se greffent, mais tu as une bonne partie de ta profondeur qui est locale. Ben oui. C'est comme ça que tu gagnes. Puis c'est ça qui nous manque à Montréal, une profondeur locale. Tu sais, Piatti, il était là, mais à l'époque, Piet n'était pas. Tu sais, amener Piet 2 ans plus tôt, en 2015, avec d'autres produits nord-américains, tu sais, j'inclus les États-Unis parce qu'on a une ligue nord-américaine, des joueurs de la sélection nationale ou américaine. Moi, je pense que c'est ça qui nous manque, c'est des joueurs de la sélection canadienne puis de la sélection américaine. Tu sais, tu regardes le Real, tu regardes le Barça, c'est tous des joueurs du Portugal puis de l'Espagne quasiment, qui sont ensemble, tu sais. Oui. Je pense que c'est ça qui nous manque. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, des Alphonso Davis, puis des... Tu sais, faut trouver le moyen de développer notre produit local comme il faut. Puis, tu sais, je pense que peut-être qu'on les a brûlés, les premiers qu'on a eus, là, je pense qu'on les a brûlés. Tu sais, je pense que... Piet, Ouimet, Talbot... C'est ça, exactement. Puis là, tu sais, on est dans un niveau où on va les voir un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, je regarde Anthony Jackson-Hamel, tu sais, on le met-tu, on le met-tu pas? C'est-tu un super sub? C'est-tu un joueur régulier? On le sait pas. Mathieu Chouanière, clairement, tu sais, on sera peut-être pas capable de l'amener au niveau MLS. Tu sais, il va-tu finir en CPL? Peut-être que oui, je sais pas. Mais c'est à force de développer ces joueurs-là par l'intérieur, mais je pense que le secret, ça va être que l'Impact se trouve un club de réserve. Oui, non, mais ça prend... Ben, on a l'académie, tu sais, mais il faut développer l'académie. Oui, encore, c'est soit là où il te faut un club de réserve, tu sais. Mais l'académie, je pense que ça a l'air dur elle existe encore? USL. Oui. Mais je pense que Joey Saputo a, selon ce que j'ai entendu là, comme information, a peut-être dans le projet de l'enlever là, parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils voulaient. Mais là, faut-tu être patient? Ça doit coûter énormément d'argent pour nourrir cette académie-là. Mais écoute, c'est ça l'affaire, là, c'est que tu vas avoir une académie. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, l'académie, mais il faut que tu sois patient. Ton académie à quoi, là? À 8 ans, là? 8, 9 ans, 10 ans? À peu près. Tu sais, en Europe, ça fait 100 ans que les clubs roulent. Si tu t'attends à avoir une académie efficace après 10 ans, tu te mets un doigt dans l'œil. C'est à long terme. Oui, c'est ça. Et Joey Saputo, c'est plate, puis c'est un autre débat complètement, puis c'est un aparté que je fais, mais moi, je pense qu'à un moment donné, avec la croissance fulgurante qu'a la MLS, il va peut-être falloir des partenaires financiers avec Joey Saputo à un moment donné là, pour suivre la cadence, parce que quand on a des clubs qui appartiennent à Heinz, qui appartiennent à... il y a beaucoup d'argent, là. David Beckham qui va chercher 250 millions en commandite sur le devant de son gilet. Il va avoir des gros enjeux tantôt. Là. Moi, je pense que... Oui, je disais dans le temps, il faudrait que Saputo vende. Là, c'est sûr qu'il s'est tassé, là, parce que moi, il fallait à tout le moins, là, le move qu'il a fait pour l'instant est bon. D'avoir mis en place une équipe, d'avoir laissé sa place. Je pense que présentement, c'était le bon move qu'il avait à faire à tout le moins. Là. Est-ce que ça va être assez? C'est ce qu'on va voir. Là. Puis, peut-être que, je sais pas, y a-tu de quoi à faire avec Bologne? Y a-tu un partenariat? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus intéressé par Bologne actuellement que par l'Impact. Moi, je pense... En tout cas, il part peut-être d'un club en Italie, mais... Moi, je pense qu'il devrait vendre. Je pense que ça va prendre un nouveau propriétaire. Là. Moi, je pense que oui, ça va prendre quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui est en mesure de donner de la visibilité puis de générer de l'argent. Puis je vais en revenir parce que je n'avais déjà parlé dans le passé, mais un gars comme
pas un gars, mais une société comme, mettons, Vidéotron ou Bell Media qui achèterait cette équipe-là, ben, tu sais, a les moyens, a les plateformes ou le pour Canadien. donner du rayonnement. C'est ça, exactement. Pour Parce que, donner regarde, du moi, rayonnement. l'affaire avec Saputo, là, ce qui arrive, puis ça, tu sais, c'était rendu un running gag. Là. L'équipe ne gagne pas, Saputo va faire une crise dans le vestiaire. Tu sais, je me souviens, dans le temps, la USL, le club avait perdu à Tampa Bay. Saputo était débarqué. Il avait kické une poubelle, je pense, la dernière saison ou l'avant-dernière saison en MLS. Tu sais, la dernière saison en MLS, il a dit aux gars, là, vous jouez votre futur en MLS. Tu sais, moi, j'ai l'impression, lui, je sais pas, là, que c'est un bébé gâté qui pense qu'il peut tout acheter, là, mais... Non, c'est ça. Autant il a été une pierre angulaire importante dans le développement du soccer. Passé, oui. Il va avoir marqué l'histoire, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un bâtisseur du soccer à Montréal? Je pense que oui. Mais à un moment donné, faut que tu tires la plug. T'sais, à un moment donné, il faut que tu décroches puis tu dis, bon, OK, j'ai fait le tour du jardin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a peut-être du monde mieux placé que moi. Puis souvent, je vais le comparer au hockey où on a des joueurs qui prolongent. Là. Des fois, on dit, il serait mieux de partir dans le pic, annoncer sa retraite, mais les joueurs prolongent de 2-3 saisons. Comme on a vu, mettons Marc Messier, à un moment donné, tire la plug, c'est assez. Là. Puis, mais tu regardes l'Impact, là, quand l'Impact était dans la deuxième division, là, pendant longtemps, l'Impact torchait. Là. Je regarde là, la fiche de l'Impact passée, là. Il ne gagnait pas le championnat à chaque fois, mais l'Impact est toujours dans le top de la ligue qui jouait. Ben oui. Tu sais, là, malheureusement, j'ai plus ça, là, mais tu sais, comme le championnat canadien, avant que ça devienne le championnat Nutrilite, là, c'est la Coupe des voyageurs, là. L'Impact en a ramassé un méchant paquet, là. T'sais, mais tu sais qu'à un moment donné, le niveau a monté, tu as changé de ligue. Tu sais, il y a une époque, quand tu joues dans une petite ligue, là, c'est facile de dire. Pas un des enjeux aussi, Rémi, c'est que l'Impact n'aura pas, comment je pourrais dire, la cote de séduction auprès des grands joueurs européens, juste de par le climat, puis c'est niaiseux, mais selon moi, là, tu sais, même si Saputo aurait tous les moyens, les mêmes moyens que le LA Galaxy, aurait les mêmes moyens que l'Inter de Miami de David Beckham, mais je ne suis pas certain qu'on serait capable de convaincre, par exemple, un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo de venir se joindre ici, à Montréal, après leur carrière du côté de l'Europe. Je pense que si un joueur européen là, a le choix entre venir jouer à Montréal et le climat de Montréal versus aller jouer à Miami ou LA, d'après moi, là, on devient deuxième, troisième choix. C'est sûr que Titi peut avoir un impact, dépendamment comment de temps qu'il reste. Il y a la langue qui joue. Oui, aussi. C'est sûr, le français. Mais tu sais, je te dirais, un joueur... Moi, Titi, je me souviens quand il jouait à New York, les journalistes n'aimaient pas trop ça l'interviewer parce que tu voyais dans sa face, ça ne tentait pas de parler aux journalistes. Même, je regarde comme coach, il répond aux journalistes. Des fois, je sais que Brett en a parlé. Hein? C'est sec, mais ça ne tente pas de parler aux journalistes. Lui. Je pense que... Fait que, tu sais, à Montréal, moi, je pense que ça a joué pour venir à Montréal. Il s'est dit, à Montréal, les journalistes vont être occupés avec les Canadiens, ils vont avoir la paix, tu sais. C'est pas comme... Tu sais, à New York, il se serait fait peut-être achaler un peu plus. Ouais. Ou à LA, tu sais, là, à Montréal, en partant. Tu sais, des joueurs qui n'aiment pas trop les médias, ils savent ici qu'ils ne se feront pas écœurer, tu sais. C'est à double tranchant, ça. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut les aider. Ça peut le nuire. Pour en revenir à ce que tu nous parlais, là, si je regarde de 2002 à 2008, A-League, l'Impact champion, demi-finale de conférence, champion finale de division, champion de la A-League en 2004, champion demi-finale de la USL 2005, champion demi-finale 2006, champion quart de finale 2007. Tu sais, fait que ils ont quand même là, été, là, je te dirais, 6-7 années là, consécutives à avoir des excellents résultats. Oui. Fait que c'est wow. Une belle histoire quand même. Oh, oui, on a un bon club à Montréal. Faut pas s'en faire, mais il faut être patient.
Oui, c'est ça. Je pense que oui. C'est parce que le Canadien, il y a une certaine génération qui a été habituée. Je prends la génération de ma mère qui a connu 4 Coupes Stanley consécutives, là, puis qui a vu Maurice Richard jouer. Peut-être pas Maurice Richard, mais Henri Richard jouer, puis Guy Lafleur. Je comprends des fois ces gens-là d'être un peu exigeants quand tu as connu le top. Là. C'est comme un gars qui arrive, je sais pas moi, d'une grosse ville européenne là, comme Turin ou Milan ou Manchester United, qui a connu les grosses années de Manchester United. Tu te dis, ouais, votre club ne gagne pas souvent. Effectivement, des fois, la barre est haute pour certaines personnes. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Il faut y aller une étape à la fois. Mais je pense que le club s'en va définitivement dans le bon sens. Ça, c'est sûr. Juste l'équipe de marketing en place cette année, je pense qu'ils font un travail incroyable. Puis, on est en train de sortir. Je pense que l'Impact, contrairement à, si je regarde là, l'introduction de l'Inter de Miami, l'Impact a vraiment construit par une fanbase très adepte de soccer, très connaisseur également du soccer, pour finalement, là, présentement, on voit qu'ils essayent d'aller chercher la masse. Là. Donc, monsieur et madame tout le monde qui commence à s'intéresser au soccer, mais qui connaît moins ça, on essaie de le ramasser à voler, puis viens voir un match de l'Impact, puis tu vas triper, tu vas t'amuser sans nécessairement avoir toutes les grandes connaissances. Tandis que j'ai l'impression que, comme par exemple à Miami, on fait le contraire. On s'est adressé à tout le monde. Mettez du monde. Les billets de saison, c'est sold out. Ça va être full à tous les matchs. Et à partir de là, ben, on va focaliser sur les fans, les puristes du soccer qui vont créer les Cups, qui vont créer les Ultras, qui vont créer... Mais j'ai l'impression que chez l'Impact, on a fait le chemin inverse. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est dur d'aller chercher des fans. Parce que ça peut paraître niaiseux, mais des fois, je parle avec des gens et on me dit, tu sais, le soccer, c'est un sport hautain, c'est un sport de péteux. Puis moi, j'y vais à voir l'Impact, j'écoute les matchs, je les analyse, je fais des podcasts. Je trouve pas loin de là que c'est un sport hautain. Mais tout le monde nous dit... quand je parle avec monsieur et madame tout le monde là, qui sont fans de hockey et fervents de hockey, ben, c'est compliqué de parler avec un fan de soccer. Parler de sport puis de soccer parce que sont tellement passionnés, sont tellement connaisseurs, puis ils ont tellement des termes fixes pour nommer des situations de jeu que finalement, c'est même pas le fun. Oui, j'ai hâte de voir avec l'Inter parce qu'il y a déjà eu un club à Miami qui était le Fusion, si je ne me trompe pas. Puis il y avait le Mutiny à Tampa Bay, puis c'est deux clubs qui n'ont vraiment pas fonctionné. Est-ce que ça va être comme le fameux Guadalajara USA qui ne fonctionnait pas à LA, puis finalement, ils ont ramené LAFC, puis LAFC est un succès? C'est sûr que là, tu mets Beckham, tu mets de l'argent, mais d'après moi, ça va fonctionner. Moi, la question que je me pose aussi en USL, c'est les Rowdies de Tampa Bay. Est-ce que ça sonne le glas? Ouais, ça va être un feu de paille, ça va avoir des conséquences sur les Rowdies. Est-ce que les Rowdies vont... Je ne penserais pas parce qu'ils ont une fanbase qui doit dater d'il y a très longtemps, puis ils ont quand même un beau stade. Là. Mais Orlando, ça serait dommage Orlando, c'est pas facile non plus. Là. Les foules là-bas, c'est pas... ça attire pas énorme. Qui seront quand même pas loin de là non plus. Là. Non, je sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être intéressant de suivre tout ça, mais... Je serais curieux de voir Orlando au niveau médiatique par rapport au Magic. Là, Orlando est arrivé au bon timing. Le Magic d'Orlando, depuis 2009, Howard est parti, puis c'est mon club au basket, ça a comme crashé un peu. Là. Pour l'instant, le Magic est pas mal sous le radar. Ils ont fait les séries, ils ont perdu contre Toronto, tu sais. Mais le Magic n'est plus la puissance qu'elle a déjà été à l'époque de Shaq ou à l'époque d'Howard. Mais comment qu'ils deal là-bas avec le Magic? Parce que tu enlèves le Magic d'Orlando, il n'y avait rien d'autre avant Orlando. Là. Je ne sais pas comment ils composent avec ça. Là. Non, c'est ça. Je ne le sais pas du tout, mais tu sais, si... Je regarde, puis moi, je suis allé, là, je suis allé passer une semaine ou 2 semaines l'été passé à Walt Disney, là, puis on est là. Puis
il y a une boutique de soccer, très peu de choses sur Orlando, mais beaucoup de maillots et tout ça, d'équipes internationales mieux connues, mais on parle très peu de Orlando là-bas. Donc, tu sais, ça va être intéressant quand même de suivre tout ça. Est-ce qu'on va avoir un équivalent d'un derby entre Miami et Orlando? Ça, j'ai hâte de voir ça. C'est ça. Je me souviens dans le temps Guadalajara, j'ai de la misère à le prononcer, là. Mais Chivas, c'est Chivas USA. Je me suis trompé avec le Chivas Guadalajara. Mais en tout cas, Chivas USA, je me souviens, à un moment donné, il jouait contre le Galaxy. Puis là, on présentait ça comme un classico. J'étais comme tabarnak. Là. On est loin de Madrid-Barça, puis encore plus loin de River Plate, puis Montréal-Toronto. Je veux dire, un derby, c'est une chose. Mais ouais, ben Montréal-Toronto, j'appelle ça un derby, pas un classico. Là. Tu sais, je s'entends là. Au hockey, peut-être, mais on est loin d'un. J'appelle ça un derby. Moi, c'est pas un classico. Un classico, là, ça te pratique comme Barça-Real, oui. Ouais, ça, c'est Boca River Plate, ils appellent ça le super classico, c'est pas pour rien. C'est Glasgow Rangers, Glasgow Celtics, ok, peut-être. C'est même Manchester United, Manchester City. On dit pas un classico, on dit un derby. PSG puis Marseille, ils vont dire le classico français des fois, mais on est loin, là. C'est pas des... dans le cas du Barça, surtout dans le cas du Barça, quoique Montréal-Toronto, il peut avoir une implication politique dépendant des affiliations des gens. Des fois, ça peut être le Québec contre le Canada, séparatiste, fédéraliste, peut-être, tu sais. Mais encore là, tu as des fédéralistes qui prennent pour l'impact, fait que c'est pas vraiment vrai. Tandis qu'un Barça contre Madrid, t'as la question de la Catalogne contre la question de l'Espagne, t'as de quoi, tu sais, t'as vraiment des tensions, tu sais. Fait que c'est sûr que est-ce que Inter-Miami va développer un derby avec l'Orlando? On le souhaite pour le foot américain. Ben oui, c'est ça, parce que ça va lui faire une belle accroche. Mais tu sais, si je regarde, c'est ça, Orlando sont arrivés en 2015 en MLS, 32 000 d'assistance. Ça a chuté 32, 31, 25, 23. Là, sont rendus à 22. C'est sûr que l'équipe ne connaît pas vraiment de succès. C'est sûr qu'au niveau soccer, il n'y a pas vraiment de rivalité. Non, c'est ça. Mais au niveau sportif, c'est sûr qu'au basket, le Heat contre... Je sais pas, le Heat contre... Honnêtement, ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé la NBA là, avec la télé et tout, mais je suis pas sûr, moi, que ça... C'est pas comme un... Tu sais, Canadien nordique, on aurait pu dire un classico pour ça, ou oui. Peut-être pas un classico, mais plus un Royal Rumble. Ouais, mais dans le temps, je sais pas si tu as connu ça, moi, je suis trop jeune, mais j'avais lu un livre là-dessus. La Ligue, il y avait une entente avec la Ligue. Au lieu d'envoyer les gars jouer dans le sud, les gars jouaient Canadien nordique. Tu peux avoir jusqu'à 4 matchs dans le temps des fêtes entre les deux équipes. Puis tu sais, les premières années, quand les Nordiques sont arrivés à Montréal, il n'y avait pas vraiment de tension entre les deux clubs, jusqu'à temps que les Nordiques sortent les Canadiens en série une fois. Puis après, il a commencé à avoir des tensions, puis il y a eu le Vendredi Saint. Puis à un moment donné, les deux clubs se sont adressés à la Ligue, puis ils ont dit « Ne nous faites plus jouer dans le temps des fêtes parce qu'il y a des chicanes de famille. » Oui, c'est ça. Moi, je me souviens... Je me souviens très bien là, dans les parties de famille chez nous, là, jeunes. Tu sais, comme Toronto est solide. Tu sais, Toronto est trop loin pour voir ce genre de truc-là. Fait que, tu sais, à Montréal, s'il y avait un club MLS à Québec, ça prendrait une couple d'années, je pense, pour ça reviendrait comme ça. C'est quoi ces affaires que j'ai jamais compris? Moi, je rêverais de ça, mais je pense que Québec est un trop petit marché pour la MLS. Là. Pour le Québec au complet, là, pour deux équipes de MLS, je pense que c'est trop pour l'instant. On n'est pas encore là. Mais peut-être. Mais à la limite, on dit l'Impact de Montréal, mais à la limite, Impact FC, puis tu enlèves Montréal du logo. Parce qu'à la limite, l'Impact, c'est le club du Québec. C'est ça, exactement. Moi, je le vois comme ça. Là. Moi, j'enlèverais l'Impact de Montréal, puis je ferais juste Impact FC, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, le marché veut pas. Le marché de Montréal est très multiculturel. Tu sais, la démographie, ce qui fait que on a été capable d'accrocher énormément de fans, mais... tu sais, entre toi et moi, je suis pas sûr que si demain matin, je m'en vais à Port-Cartier puis je demande aux joueurs, au monde, un Vox Pop dans la rue, là, mets-moi 5 joueurs de l'Impact de Montréal, et ce sera pas facile. Mais
ça, c'est un problème typique canadien, là, dans le sens où on a un pays tellement grand, puis notre pays est comme sur une ligne droite. Hein. Tu regardes nos villes, là, d'un point de vue géographique. Tu sais, je veux dire que c'est comme le Français qui débarque ici. Ouais, on va déjeuner à Montréal, dîner à Toronto, souper à Vancouver. Yeah, right. Tu sais. Ouais, c'est ça, bonne chance. Mais le Québec, c'est pareil. Là. Le gars, tu sais, Québec, c'est pas pire, c'est Toronto. Si tu descends voir l'Impact, c'est une méchante ride, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde là, qui vont se la taper une fois de temps. Je sais qu'il y avait la section Ludovica, je sais pas s'il existe encore, qui descendait de Québec, tu sais. Moi, je suis un fan de la ville de Sherbrooke. J'adore Sherbrooke. Là. J'y retourne quand je peux. Tu sais, c'est quand même... Moi, je suis en joue. C'est quand même 1h30 de route, 2 heures. Tu sais. Je veux dire, à un moment donné, le monde de Sherbrooke qui veut suivre l'Impact, se taper 2 heures de route pour un match de 90 minutes. Tu sais, si tu te retapes à 2 heures pour retourner chez vous, tu loues un hôtel. Ça, je pense que, oui, on a un bon bassin de personnes dans la région de Montréal, là. Tu sais, je regarde la région montréalaise, là, oui. En termes de population, ça se compare à la région de Manchester. Tu sais. Puis Manchester, ils remplissent 2 stades à coût de 70 000 puis 40 000 personnes. Tu sais. C'est ce qui fait que l'Impact peut connaître du succès. Tu sais, au-delà de l'Impact de Montréal, je suis pas sûr que si ça arrêtait même au départ l'Impact de Québec, je suis pas sûr qu'on aurait eu du succès parce que justement, on n'a pas le bassin à proximité pour nourrir, pour alimenter un club comme ça. Mais, tu sais, ça sera le débat d'une prochaine diffusion. Là. Je lisais All Soccer Explains the World. Puis les gros clubs en Europe, souvent comme Manchester United, Manchester City, c'est souvent des clubs Liverpool qui étaient dans des milieux ouvriers. Souvent dans des milieux pauvres, les gens, il y avait juste ça. Tu sais, je regarde au Québec, tu regardes le Canadien pendant longtemps. Il y a une époque, il y avait le club anglais, les Maroons, qui était le club des anglophones. Canadien qui était le club des francophones, des pauvres. Puis là, à un moment donné, bon, les deux clubs ont comme fusionné. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais comme Toe Blake a gagné la coupe avec les deux. Tu sais, aujourd'hui, là, le monde, là, ils ont... si t'es pas riche, t'as pas un moyen d'aller au Centre Bell. Là. Je sais pas s'il y a peut-être tu sais, en anglais, il y a le mythe du joueur de soccer, le working class hero. Tu sais, des gars comme Wayne Rooney, c'est vu des gens de la classe ouvrière. Je sais pas, au Québec, on s'est peut-être déconnecté de ça. C'est peut-être pour ça aussi, on se demandait tantôt les foules, le monde du Manic à l'époque. C'est peut-être ça aussi qui est arrivé. Là. Ouais. Il y a, aujourd'hui, aller voir un match sportif, l'Impact, c'est pas si pire, mais les Canadiens, non, c'est ça. C'est pas une destination familiale. Là, tu sais, les hooligans, là, ceux qui boivent de la bière et qui se tapent dessus, c'est pas la haute société. Là. Non. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont où? Ils vont voir à Laval les prédateurs, ouais. Ou les pétroliers. Les pétroliers la gang de Gnochon c'est ça. Ouais, la gang de Gnochon avec les histoires racistes à Saint-Jérôme, ils ont déménagé. Là. Ouais. Ils vont là se saouler. La Ligue nord-américaine. Aussi... c'est ça, tu sais, avec ce que ça donne. Mais bref. C'est ça. Fait que, hey, je pense que ça va faire le tour. Je pense que oui, on a fait le tour. Hein? Hey, mais c'est super 40 minutes. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais, c'est cool. Mais non, c'est hot. Fait que merci Rémi d'avoir été là. Hey, on s'en donne rendez-vous parce que moi, ma santé mentale, tu sais, je suis correct, je suis à la maison avec mes enfants, c'est cool, tu sais, mais à un moment donné, moi, je suis habitué avec des ados de 16 ans. Puis là, j'étais avec un petit pouls de 3 ans puis une petite fille de 6 ans, tu sais, c'est cool, c'est le fun, j'aime mes enfants, mais... Moi, j'étais avec du monde qui se battent pour du papier de toilette. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que je vais essayer, pour les auditeurs, là, je vais essayer de maintenir le podcast au moins une fois, peut-être 2 par semaine au lieu de 5. Là, parce que moi, le message que j'avais envoyé aux auditeurs, c'est que j'allais pas créer du contenu puis faire du vide, finalement, et juste du remplissage. Comment je dirais que l'Impact joue pas à soir à cause du COVID, on le sait. Fait que, tu sais... Mais de parler comme ça de l'histoire du soccer puis de ce qui englobe le soccer, ben, c'est super intéressant. Yep. Fait qu'on se trouvera bien un sujet. Je te souhaite une bonne soirée. Hey, merci. On parlera d'e-sports. Yes. Hey, merci Rémi. C'est bon? Yes. Salut à toi. Bye. À tous les auditeurs, donc, merci. On vous a gardé en haleine un peu plus longtemps que ce qu'on vous a habitué dans le passé avec nos podcasts de 30 minutes. Donc, même en congé de l'Impact, on réussit à frôler le 2 heures de podcast. Donc, c'est bon signe. C'est signe que notre soccer est en grande santé. Hey, merci d'avoir été là. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Suivez notre compte Twitter Podcast BBN pour en avoir plus de détails, parce que c'est là-dessus que je vais figurer là, finalement les activités à venir.
Et de concert avec tout ça, je travaille sur la plateforme BBN Media que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et donc, on nourrit la bête pendant la pause de soccer. Puis je vais peut-être bien participer à quelques-uns des podcasts également. Outre le mien, là, quelques différentes apparitions dans différents podcasts. Donc, j'ai eu des invitations intéressantes. Et c'est sûr que je vais répondre présent. Donc, on se donne rendez-vous là-dessus aussi et je partagerai les liens en temps et lieu pour vous faire part finalement de mes présences. Donc là-dessus, merci. Rendez-vous donc BBN Media, podcast BBN, je vais le dire comme il faut, sur Twitter pour suivre nos activités. Merci encore une fois de partager en grand nombre nos podcasts et de les écouter parce que même cette semaine, on a des statistiques, ma foi, plutôt étonnantes alors qu'on n'avait rien produit depuis le début de la semaine. C'est le premier podcast de la semaine et on a somme toute des bons résultats. Donc, vous êtes allés cette semaine vous nourrir des podcasts qu'on a fait dans le passé. Alors, je vous en remercie. Et ça me fait grand plaisir. Donc là-dessus, je tire la plug et on se donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine ou en début de semaine prochaine pour une nouvelle édition du podcast BBN. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.